Allez, messieurs, dames, chers collègues, il est 19 h, j'ouvre cette séance du conseil municipal. J'ai donc secrétaire de séance, tiens, Radcliffe Clissuras pour une fois. Ça ne dérange pas, Amber? Tout le monde est d'accord? Ça vous convient? Merci beaucoup. Alors, je présente des absences et des excuses. Florence Archambaudière-Le-Parc donne pouvoir à André Homps. Pascal Rossion, je viens de le recevoir, donne pouvoir à Joseph Philippe. Et Jacqueline donne pouvoir à Monsieur Aïssa Erti. J'ai oublié des choses, c'est bon pour vous? Allez, ça c'est bon. Clac, je vous donne ça. Hop. Alors, je prends le premier point d'aujourd'hui, le procès verbal du dernier conseil municipal. Est-ce qu'il y avait des questions, des remarques? Madame Frété et après Madame Gentil, je vous en prie. Bonsoir tout le monde. Alors, en page 9, alors du PDF, hein, pour le coup, ceux Oui, qui bien suivent, sûr. page 9 du PV. Mounir Chakar précise que les pâtisseries, blablabla, tout ça, c'est pas Jeanne Hérault, c'est Elora Michaud. Alors, je n'ai pas compris. Oui, à la troisième ligne de l'intervention de Mounir Chakar, Oui. ce n'est pas Jeanne Hérault qui a fait les pâtisseries, c'est Elora Michaud. Ah oui, très bien, merci. Ok, on va rectifier. Et ensuite, Et Madame Frété. ensuite, page 74, donc il y a indiqué la majorité moins 13 voix contre, mais il manque l'abstention de André Homps, qui avait très bien. en plus la voix de Florence Archambaudière, donc ça fait moins 2 abstentions. Il confirme. Merci Madame Frété. Juste une dernière Je petite vous en prie, remarque, tant que allez-y, j'y allez-y. suis, hein, voilà, Non, mais il je reste. vous en prie. Est-ce qu'il serait possible dorénavant de faire le distinguo entre unanimité et majorité? Unanimité, par principe, c'est tout le monde est d'accord. La Tout à majorité, on ne l'est pas tous. C'est vrai. Alors, unanimité moins, je ne comprends pas le C'est principe. une expression consacrée, mais qui est, comment dire, littéralement inexacte, puisque effectivement l'unanimité, c'est tout le monde. Vous avez raison. Mais c'est une expression qu'on utilise régulièrement ici à Je sais. l'Assemblée. Et puis, je vois bien que c'est aléatoire, il n'y a pas de mauvaise Oui, oui. intention, mais si on peut Je faire regarde, attention c'est- sur les comptes rendus. À l'unanimité, on dit que c'est les membres qui s'expriment. Dans ce cas-là, d'accord. Unanimité moins. Bon, ok. Si juridiquement c'est cadré. Mais Ça existe j'entends ça, ce que vous dites. unanimité moins, c'est possible? C'est en J'ai fait pas au entendu. titre des conseillers qui s'expriment. Les Tout le monde conseillers s'est qui exprimé, donc il y a une unanimité de l'expression de la position. Mais voilà, on me dit ça. Mais Bah, je vous laisserai faire un cours avec oui, Madame ça marche. Alika Abjan si vous voulez. Merci, monsieur le maire. J'apprends aussi. Allez, Madame Gentil, je vous en prie. Oui, bonsoir. Donc concernant le PV, en page 24 du PV ou 29 du PDF, concernant le point afférent à la convention avec l'entaille, j'avais sollicité, j'avais posé une question concernant le coût pour la ville de la verbalisation électronique par rapport à la verbalisation via les terminaux. Et M. Leroux m'avait répondu qu'il m'apporterait réponse sur le sujet. C'était le 12 décembre. Je n'ai pas de réponse. Ah, très bien. Donc voilà. Idem en page 27 du PV et 32 du PDF. Ah non, excuse-moi. En page 46 du PV et 51 du PDF, nous avions demandé la communication de l'organigramme des services. Madame Vabre nous a indiqué qu'elle avait remis l'organigramme aux institutions représentatives du personnel et qu'elle m'adressait dès le lendemain l'organigramme. Je ne l'ai toujours pas reçu. Voilà. Donc pareil, nous étions le 12 décembre, nous sommes aujourd'hui le 15 février. Concernant la page 67 du PV et 72 du PDF, j'avais reposé la question concernant les plafonds d'attribution de subventions pour les associations, puisqu'effectivement il y avait des plafonds différents en fonction de l'objet social des associations. Et Madame Guérin m'a répondu, c'est vrai qu'on avait dit qu'on vous ferait part effectivement des critères par rapport aux subventions, mais pour l'instant, je n'ai toujours rien. Alors, Madame Gentil, vous faites bien de le dire, et on va rectifier ça. Simplement, là, on est sur l'approbation si les termes qui sont retranscrits dans le PV sont corrects par rapport au conseil municipal. Oui, mais c'est... J'entends, mais c'est pas la question qui est posée là. Non, mais c'est recevable bien, tout de mais même. on l'entend. De rappeler qu'on attend toujours des réponses depuis 2 mois. Qui plus est, j'avais sollicité également cette même communication, j'avais redemandé à M. Cressot, que j'ai vu lors de la commission Jeunesse Solidarité, qui m'a dit qu'il ferait le nécessaire et je n'ai toujours rien reçu. C'est noté, Madame Gentil. Idem lors de ce conseil municipal du 12 décembre, suite à ma question orale concernant l'association Dreux Sport Club Cricket, vous m'aviez indiqué, monsieur le maire, que je pouvais tout à fait aller au service consulter les dossiers. Ce que j'ai tenté de faire,
Je n'ai malheureusement pas eu accès au dossier. J'avais demandé à M. Chacard, dont ce n'est pas la fonction, comment faire. Il m'a indiqué de voir avec Mme Maigrat, que j'ai vu lors de vos vœux aux associations, qui m'a indiqué qu'elle m'adressait un SMS que je n'ai pas eu. Et j'ai demandé à nouveau à M. Cressot, lors de la commission du 2 février dernier. Il m'a dit qu'il faisait le nécessaire, mais je n'ai toujours pas reçu d'appel de la part de la mairie pour aller consulter le dossier. Merci, Mme Gentil. Autre remarque? Monsieur Gambuteau. Il faut que votre collègue éteigne son micro, sinon ça ne peut pas marcher. Alors, beaucoup plus légère, mais ça n'empêche l'importance de ce qui vient d'être dit. Juste pour que plus tard, quand on lira les PV, qu'il n'y ait pas d'incompréhension. C'est sur la page 31. C'est pas très important, mais quand même, j'étais intervenu pour dire qu'en ce qui concerne GEDIA, j'aurais aimé qu'il fasse pour les compteurs chargeurs de voitures, que les C partent de GEDIA, et que ça aurait permis de commencer, de lancer un nouveau métier, et donc d'essuyer les plâtres. Il a été noté que c'était pour essuyer les plaques. Peut-être qu'il faudrait voter, puisque pas exactement la même expression, effectivement. Plus tard, quand on demandera... on va, oui. Hein, oui. C'est beaucoup plus léger, mais ça a son importance. Oui, mais c'est et un petit peu plus loin, page 74, je demandais à ne pas... je n'étais pas prêt à signer un blanc-seing. Et en fait, les seins n'ont pas de couleur. Ces seins sont de toutes les couleurs. D'accord. Donc, c'est un blanc-seing SAINT. Je crois que c'est pas comme ça que ça s'écrit. D'accord, très bien. Merci, M. Gambuteau. C'est effectivement un peu plus léger, mais c'est important. Je vous remercie. Je passe à l'approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Limité. Je vous remercie. Allez, on passe au point 2. M. Gambuteau, je vous laisse éteindre votre micro si ça ne vous dérange pas. Donc, M. Gérard Hamel a été maire durant le mandat 2014-2020, notamment. Il sollicite la protection fonctionnelle de la collectivité dans le cadre d'une procédure engagée à son encontre dans l'exercice de ses fonctions. La procédure est menée dans le cadre d'une enquête préliminaire à l'initiative du procureur de la République de Nanterre concernant les marchés publics signés durant son mandat. Voilà, donc vous connaissez les articles du CGCT. Donc Rémi-Pierre Drey, avocat, a été choisi par M. Hamel pour le représenter. Son accord d'accorder, dans le cadre de l'action en justice engagée à son encontre quand il était maire, la protection demandée, et accordé dans le cadre de l'action en justice qui sera menée engagée pour les suites de cette affaire à M. Hamel, ancien maire, et de mettre en œuvre le contrat d'assurance protection juridique des agents et des élus. Voilà, question d'observation là-dessus? M. Gambuteau, je vous en prie. Oui, je vais t'exprimer la dernière fois lors du Conseil, lorsqu'il s'agissait de décider d'avoir recours à cette aide. Et j'ai dit l'importance que j'attachais à avoir recours à cette aide à partir du moment où l'un des élus était attaqué, menacé, en tout cas à titre personnel, ou même s'il y avait une erreur qui pouvait être faite malgré la personne. Là, en l'occurrence, on n'est pas du tout sur la même chose, pas du tout sur le même thème. Je lisais le rapport de... Parce que je crois que tout vient de là, hein, si je dis pas de bêtises, mais vous me reprendrez. C'est d'un rapport de la Chambre régionale des comptes qui a été rendu le 5 janvier 2017, qui avait révélé des anomalies, des irrégularités dans l'attribution des marchés publics de la ville de Dreux et de la communauté d'agglomération du pays de Dreux. Elle soulignait le fait que depuis plus de 25 ans, les marchés sont attribués de manière récurrente aux mêmes sociétés. Or, parmi ces sociétés figurent des entreprises de BTP dirigées par le fils et le gendre du maire. Anticor avait déposé une plainte auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Chartres pour fait susceptible d'être qualifié de favoritisme et prise illégale d'intérêt. Donc j'ai le sentiment que ça vient de cette affaire-là. Donc on est à la suite d'une autre affaire d'ailleurs, hein, qui s'est terminée il y a quelque temps, où il y avait aussi une poursuite pour des bons de commande qui avaient été signés. Alors le maire a été dispensé il avait été dispensé de peine, mais il n'empêche qu'il avait été mis de façon claire qu'il y avait eu des signatures de bons qui avaient été donnés. Et bon, le maire s'était défendu en disant que le maire de l'époque s'était défendu en expliquant qu'il avait signé sans savoir que son gendre... Je crois que c'était, enfin, je suis pas spécialiste, je crois que c'était dans le cadre de la SEMCAD. Oui, c'était dans le cadre. Oui. Mais il y avait déjà un certain nombre de choses qui n'étaient pas acceptables, dont ça avait été soulevé par le tribunal, hein, qui
qui se posaient des questions en ce qui concerne, par exemple, un certain nombre de personnes qui, à la radio, avaient vidé des cartons de documents qui auraient pu aller beaucoup plus loin, et il n'y a pas eu de poursuite qui était vis-à-vis de ces personnes qui étaient pourtant filmées, et il y avait un certain nombre d'informations comme ça qui sont pas ressorties. Pensez donc que l'un des membres de l'opposition et le contribuable drouet que je suis a été très très irrité par tout ça. Donc aujourd'hui ça revient et je me dis écoutez, finalement à la bonne heure il devrait y avoir un procès. Donc moi je vous avouerai que déjà d'entrée je suis même surpris que il demande ce soutien. Je veux dire, c'est impensable, puisqu'on se retrouve dans une situation, le tribunal nous le dira, mais où, à partir du moment où le procureur, déjà, la Chambre régionale des comptes, relève un certain nombre de problèmes, le procureur décide de poursuivre, c'est qu'il y a quand même des faits qui sont assez importants pour se dire il faut poursuivre. Donc demander au Drouet, qui pourrait avoir été floué pendant des années, d'en plus devoir payer l'avocat est quelque chose qui me semble inacceptable. D'autant que dans votre proposition, il est proposé donc on paye la procédure, si besoin les appels et si besoin cassation. C'est-à-dire qu'on pourrait partir pour 10-15 ans et se faire un procès comme ça qui n'en finirait pas, alors que d'un autre côté, moi je suis pour le fait que ça aille très vite et qu'il prenne ses responsabilités dans ce truc. Donc je vous dirais de façon claire, nette, non. Et après avoir discuté pendant des années avec des tas de gens qui se posaient ce type de questions, qui étaient vraiment inquiets, on va mettre de côté, si vous le voulez bien, cette notion de majorité et d'opposition. Là il s'agit de quelque chose qui devrait irriter tous les gens qui ont suivi toutes les affaires depuis longtemps. Et je crois qu'au-delà des problèmes de partisans, je m'attendrais, si les gens votaient comme ils s'expriment en règle générale depuis des années, avec quelquefois un sourire en coin en disant « ouais, mais bon, c'est vrai que c'est pas tout à fait normal, mais ça se passe comme ça », et bien qu'aujourd'hui, saisissent l'occasion pour dire « stop » et qu'ils votent contre. Bon, Madame Gentil, allez-y. Oui, monsieur le maire, je vais me permettre de faire quand même un petit point de droit. Je pense que vous connaissez, mais si vous ne le connaissez pas, je pense que monsieur Cressot, votre DGS, le connaît. La Cour de cassation a rendu très récemment un arrêt en chambre criminelle, un arrêt du 8 mars 2023, qui retient très précisément que les infractions de favoritisme et prise illégale d'intérêt sont détachables des mandats et fonctions publiques exercées par leurs auteurs, qui sont dès lors obligés d'en supporter personnellement les conséquences. Un élu ne peut alors plus bénéficier de la protection fonctionnelle, dès lors qu'il est poursuivi et non pas condamné. Et on est là bien dans le cadre d'une enquête préliminaire. Dès lors qu'un élu est poursuivi pour des faits supposés de favoritisme ou de prise illégale d'intérêt, il ne peut bénéficier de la protection fonctionnelle et il doit assumer seul le coût de ses frais d'avocat. Donc le droit, c'est la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation. Donc en l'espèce, il me semble que M. Hamel ne peut pas bénéficier de la protection fonctionnelle. Et à ce titre, bien évidemment, je voterai contre. Monsieur David, allez-y. Merci. Au mois de décembre, on a voté une délibération similaire sur une autre demande de protection fonctionnelle. Ça avait été l'occasion pour moi d'exprimer une position de principe en disant que lorsqu'un élu est menacé de mort, qu'il porte plainte, il n'y a pas de question à se poser sur la protection fonctionnelle. L'occasion de cette nouvelle délibération m'oblige, non pas à revenir sur ce que j'ai dit, ou à nuancer mes principes, mais à opérer une distinction manifeste sur le fond. Les deux sujets n'ont rien à voir. La situation que vous nous présentez ce soir, complètement différente. Et donc, ma position et celle de notre groupe sur cette délibération sera également différente. Pour les raisons qu'a évoquées Madame Gentil, juridiques, premièrement. Sur des questions qu'a évoquées M. Gambuteau, l'atmosphère drouaise, voilà, c'est quand même des soupçons qu'on entend de manière récurrente depuis des années, en conscience. Je n'imagine pas demander au Drouet de contribuer financièrement à payer ses frais d'avocat. Je trouve même que c'est presque indécent de nous le demander. Je ne comprends pas d'ailleurs qu'il n'ait pas été possible de le dissuader de nous le demander. Vraiment. Et donc, je vous dis, en fait, je suis même gêné, plus que ça. Je suis bousculé dans
dans la position que j'ai dans ce mandat, d'avoir opéré une distinction de principe sur ce genre de sujet. Ça ne devra pas être le cas. Là, c'est le cas. Ça m'embête vraiment et ça en dit long aussi sur ce climat qui est quand même très pesant où, à longueur de conseil, on vote des protections fonctionnelles. Je trouve que ça fait beaucoup. Voilà. Merci. Merci, monsieur David. D'autres interventions, monsieur Hirti. Nous, on est surpris, Drucker est très surpris par cette délibération de protection fonctionnelle. En fait, vous accordez la protection fonctionnelle, vous proposez en tout cas au conseil municipal d'accorder la protection fonctionnelle à qui vous voulez. Vous avez refusé la protection fonctionnelle à plusieurs agents, ça c'est le premier point, alors qu'ils ont demandé la protection fonctionnelle, vous l'avez refusé. On ne connaît pas le coût de l'intervention de l'avocat, c'est un avocat parisien. Moi, je vais vous donner des fourchettes, d'accord? En première instance, on est à entre 30 000 fourchettes basses à 50 000 euros. Voilà. On est sur un cabinet parisien, les taux horaires sont complètement différents de ce qu'on pratique en Eure-et-Loire. Vous avez accordé la protection fonctionnelle à votre directeur de cabinet fantôme qui a attaqué en justice l'éco-républicain 2 élus du conseil municipal pour diffamation. Et là, aujourd'hui, vous nous proposez une protection fonctionnelle pour l'ancien maire, Gérard Hamel, avec qui on a travaillé, avec qui on a collaboré pendant plusieurs mandats. Nous reconnaissons le travail qu'il a accompli pour Dreux, mais par ces interrogations, par ce manque de transparence, par ce choix en fonction des individus qui vous demandent la protection fonctionnelle, Dreux au cœur s'abstient, ne prendra pas part au vote. Donc, ne prend pas part au vote. D'autres interventions? Bon. Je vais répondre globalement à vos interventions qui sont, somme toute, où il y a des questions qui se posent et qui sont, je crois, légitimes. Simplement, je voudrais quand même rappeler que tout le monde a le droit à la présomption d'innocence et que des fois utiliser un climat, une ambiance, des soupçons, je trouve que ce n'est pas la hauteur de vue des élus que nous sommes. Voilà, tout simplement. Je comprends que ces affaires reviennent régulièrement, mais tout homme qui a occupé un mandat a le droit de se défendre et a le droit de demander. Ça, c'est, monsieur David, le principe de base. Et je crois aussi pouvoir dire qu'aujourd'hui, stricto sensu, il n'a pas de casier judiciaire, l'ancien maire de Dreux. Il a été dispensé de peine. Alors, ce qui me trouble un peu, Madame Gentil, c'est la jurisprudence que vous sortez, parce que j'espère qu'elle est exacte. J'espère qu'elle est exacte. Non, mais je le dis modestement. Attendez, Madame Gentil, je ne vous ai pas interrompu. D'accord? D'ailleurs, je clôt le débat, ce que je vous réponds. Donc, j'espère qu'elle est valable, parce qu'effectivement, cette jurisprudence nous a échappé, elle pose la question, et je respecte scrupuleusement la loi. Non, mais ne souriez pas, je rends hommage à ce que vous dites, et si c'est exact, je ne vais pas aller contre la jurisprudence de la Cour de cassation. Donc, ce que je vous propose ce soir, pour qu'on soit bien clair, qu'on apaise les choses, je vais retirer cette délibération. Nous allons vérifier ce que vous dites sur la jurisprudence, et si c'est exact, effectivement, nous ne pourrons pas accorder la protection fonctionnelle. Est-ce que ça vous va? Non, Madame Gentil, je ne vous ai pas donné la parole. Vous me posez une question? Non, je demandais... Est-ce que ça vous va? Donc ça suppose une réponse. Je demandais aux conseillers municipaux, Madame Gentil, est-ce que retirer la délibération vous convient pour qu'on puisse vérifier ce que vous dites et la représenter le cas échéant si la jurisprudence n'est pas exacte? On peut faire ça? Je vous remercie. Allez, on passe à la suite. Je vous ai coupé le micro, Madame Gentil, je suis désolé. Hein. Allez, on va passer à un autre sujet qui est, bon, du coup un peu plus léger, mais qui est important, Nelson. Allez, on parle des énergies renouvelables, des zones d'accélération. Chers collègues, bonsoir. Effectivement, c'est un sujet plus léger, mais néanmoins important, qui est la zone d'accélération des énergies renouvelables. Je vous fais grâce de la lecture des 5 pages de cette délibération et de ses annexes, puisque, je l'espère, vous avez pris le temps de l'étudier. En fait, on nous demande notre avis sur le zonage d'accélération, d'exclusion et de zones dites intermédiaires pour l'implantation de production d'énergie renouvelable. Donc il s'agit de l'éolien, du photovoltaïque, de la méthanisation et des réseaux de chaleur géothermie. L'État, puisque c'est l'État, nous propose un zonage
sur lequel nous nous sommes interrogés en majorité, mais également très longuement en commission. La position que je vous propose d'adopter ce soir est très claire. Il s'agit d'exclure le territoire communal de l'installation éolien, d'exclure le territoire communal de sites de méthanisation et d'encourager, à contrario, la filière solaire et la filière de géothermie. Donc je vous demande votre avis sur ce sujet et évidemment autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document concernant ce dossier. Merci Nelson. Question. Allez, Monsieur Fontaine. Oui, bonsoir. Alors, je m'interrogeais sur le tableau sur la filière photovoltaïque. En fait, dans le tableau, on voit qu'en réalisé, on a 60 MW de puissance installée pour une production de 82 GWh par an. Et sur la deuxième colonne, on va installer un peu plus de 95 MW, mais seulement pour une production de 5 GWh par an. Et je ne comprends pas les ratios en fait, parce que ça me paraît effectivement une production faible eu égard de la puissance installée. Et ma deuxième question, c'est que toujours sur la filière photovoltaïque, alors moi j'ai page 89 du PDF, mais c'est le plan sur lequel on a différentes couleurs pour les installations. Je ne sais pas où est installé le projet. Ou tout du moins, j'ai l'impression que le projet installé, il est en vert foncé, et je vois pas de vert foncé sur la carte. Donc je voulais savoir où étaient installés les panneaux actuellement. Et c'est tout. Merci Monsieur Fontaine. Madame Frété, allez-y. Alors, une toute petite remarque, mais vu qu'on a passé 1h30 en commission transition écologique le 30 janvier, j'aurais aimé qu'on voit mon vote. Juste ça, pardon. Oui, il paraît que la commission était longue. C'était très long, Bon, c'était on va faire très, apparaître votre vote, Madame Frété, c'est bien très légitime. sympathique et j'aimerais qu'on remette mon nom, s'il vous plaît, et mon Bon, prénom. on va le mettre en surligné. S'il vous plaît, merci beaucoup. Monsieur David. Merci. Oui, effectivement, on a beaucoup discuté, c'était très intéressant. Je profite quand même de cette délibération pour rappeler son origine. Il s'agit de l'application de la loi du gouvernement d'accélération des énergies renouvelables. Je pense qu'on est tous d'accord sur ce point autour de cette table. Sur le fond de la délibération, j'ai plutôt envie de vous suivre sur la distinction à opérer parmi les 4 énergies proposées et de dire non sur le méthane et sur l'éolien, considérant la zone qui est ciblée. Et en ce qui concerne le projet du sanatorium, c'est un projet que je soutiens aussi, donc je comprends bien l'enjeu qui est derrière. Je doute qu'on ait un jour des propositions, mais il faut mieux se protéger, donc très bien. Mais ça pose quand même un effet d'opportunité, je trouve, cette délibération et cette zone. Et pour tout vous dire, j'étais pas loin de vous demander quand est-ce qu'arrivera cet examen de zonage, parce que je trouve que c'est quand même une occasion pour la commune, à la fois vis-à-vis des citoyens, puisque même s'il n'y a pas de facilitation fiscale directe, il y a quand même des simplifications administratives qui peuvent avoir des effets de déclenchement de travaux. Je trouverais intéressant qu'on ait une démarche proactive de communication auprès des personnes qui sont concernées en termes d'habitat sur les zonages, pour le solaire notamment, puisque là, en l'occurrence, il y a des primes qui existent pour financer ces travaux. Je pense aussi qu'on peut, peut-être, en lien avec le service urbanisme, intégrer le réflexe, lorsqu'il y a des demandes de permis de construire ou autres, de faire un calque sur ces zones pour aussi proposer, effectivement, de faire ces travaux. Et puis, ça interroge aussi la ville elle-même, qui a du patrimoine sur la ville, qui se trouve concernée par ces zones. Et là, c'est vraiment une réflexion sur le travail de performance énergétique de nos bâtiments. Je veux dire, on a une ville qui a, malgré tout, un budget d'investissement qui est important, qui a décidé qu'il soit important. J'en ferai autre chose, et j'en ferai notamment un investissement massif d'ici la fin de ce mandat sur la performance énergétique de nos bâtiments, et profiter aussi de ce zonage qui permet d'accélérer certaines procédures. Donc voilà, vous dire que je salue la démarche. Bien sûr, je salue la démarche du gouvernement et des services de l'État qui en sont à l'origine. Il faut quand même rendre à César ce qui lui appartient. Et simplement vous encourager aussi à en parler à nos concitoyens, parce que c'est l'ère du temps. Il y a des effets économiques et de pouvoir d'achat à la clé pour tout le monde. Donc fonçons. Merci. Bon, voilà, nouveau porte-parole local du gouvernement. Merci Monsieur David. Monsieur Ronce peut-être? Non. Monsieur Dautré. Oui, Monsieur le maire,
chers collègues. Moi, je vais revenir un petit peu sur cette délibération, parce qu'on n'a pas l'occasion d'assister aux commissions. Donc, si ça a été très long, je vais peut-être reprendre un petit peu de temps. J'ai été aussi très surpris, comme M. Fontaine, du nombre d'installations. Je voulais savoir si, au niveau des nombres d'installations et des projets, ces projets étaient basés sur Dreux. Voilà. Je suis surpris aussi des productions de gigawattheures par an. Et quand je vois que le réseau de chaleur géothermique, aucun réseau réalisé, alors que je crois qu'il y a des bâtiments qui doivent être en cours ou qui vont être construits. Et sur l'ensemble des bâtiments, il y a un seul projet à venir. Donc j'aimerais savoir lequel, voilà, et le nombre de projets qui ont été ou qui vont être réalisés sur Dreux. Merci. D'autres questions? Non. Je te laisse la parole, juste 2-3 éléments. Alors, vous avez compris, l'éolien, n'accueillons pas d'éolien sur la commune de Dreux. Et plus globalement, quand vous regardez les chiffres au niveau de la région centre, en réalité, quasiment la moitié des éoliennes sont en Eure-et-Loire. Donc globalement, l'ancienne préfète, Mme Souliman, et les élus sont d'accord pour dire on calme l'éolien, et je crois que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Sur les méthaniseurs, sur Dreux, c'est pas souhaitable pour différentes raisons, et notamment que quand un méthaniseur veut être à peu près vertueux, il faut qu'il soit proche des ressources, voilà, comme on peut l'avoir à Tremblay ou comme on peut l'avoir à Germainville, ce qui nous semble logique. Sur la géothermie, c'est une question qui est un peu complexe, ça dépend aussi où on est situé. Et bien sûr, le photovoltaïque, on est pour dès qu'on peut le réaliser. Voilà. Alors, sur le réseau de chaleur, pour répondre à la question de M. Dautré, c'est très simple. Il y a un seul réseau de chaleur qui va être réalisé entre Dreux et Vernouillet, c'est dans le cadre du NPNRU, tout simplement. Dans lequel l'ADEME abonde largement. Voilà. Nelson, je te laisse peut-être répondre aux quelques... Bien, je vais essayer de vous répondre. Alors, sur la partie technique, M. Fontaine, sont des ratios qui nous ont été fournis directement par l'agglomération, et du coup ça va me permettre de répondre également à M. Dautré. En fait, tous les chiffres indiqués concernent l'EPCI, c'est-à-dire que ça concerne l'intégralité de l'agglomération et non pas uniquement le périmètre communal. Donc au niveau des chiffres en termes de ce qui est réalisé sur les différentes filières, on parle de ce qui est réalisé sur l'ensemble du territoire de l'agglomération et pas sur le territoire communal. Ça, c'est le premier point. Et je ne peux répondre à votre question et interrogation sur la faiblesse des ratios. Je les ai constatés comme vous. Je n'ai pas de réponse de l'agglomération et de l'État sur le sujet. Concernant des sites d'implantation sur la commune, sur la filière photovoltaïque, il y a un projet en cours qui est porté par GEDIA, M. Gambuteau, puisqu'à chaque fois vous voulez que GEDIA soit présent. Donc il est heureux de constater que GEDIA souhaite implanter une centrale photovoltaïque sur le territoire communal. Donc ça, c'est aussi également pour répondre à votre question, monsieur Dautré. Concernant votre encouragement, monsieur David, effectivement, il y a des points d'accord entre nous sur certaines accélérations nécessaires, notamment en termes d'énergie. Merci de nous rejoindre sur la position éolienne, parce que pour nous, c'est un sujet important. C'est hors de question sur le territoire communal. Il y a des projets, encore une fois, sur le périmètre de l'agglomération. Il n'y a pas de projet éolien sur la ville de Dreux. Merci. Concernant, je finis de répondre à M. Dautré, mais également à M. David, concernant la performance énergétique. En fait, très clairement, quand nous sommes arrivés, quand j'ai pris la délégation transition écologique en 2020, il n'existait aucun diagnostic de performance énergétique des 189 bâtiments publics. Aucun. Il a fallu, avec les services, avec l'aide de la Banque des Territoires, obtenir des financements pour réaliser ces différents diagnostics. Ils sont faits, les bâtiments énergivores de la collectivité sont identifiés, parfois ils sont surprenants. Maintenant, ça nécessiterait un investissement massif qui représenterait largement 3, voire peut-être 4 mandats d'investissement de la commune en termes financiers. Je vous rejoins néanmoins, il faut faire un effort plus important sur les économies d'énergie, et Dieu sait qu'on y travaille. Il y a des projets, notamment des projets de boucle d'énergie pour faire baisser la facture énergétique de la ville, puisque, je vous le rappelle, on a reçu une facture énergétique en 2022 pour la commune de quasiment 6 millions d'euros.
c'est considérable, ça vient impacter le bon fonctionnement des services, ça vient impacter le budget d'investissement de la commune. On y a travaillé, la facture va baisser puisqu'on en parlera lors du round des discussions budgétaires, mais la prochaine facture sera nettement inférieure d'après nos prévisions, puisqu'on parlera d'une facture énergétique autour de 3,5 millions d'euros. Ça reste très important puisque avant le choc énergétique, on était à 1,6 million. Donc les efforts sont à faire. En effet, et effectivement, il faudra encourager les nouvelles filières énergétiques. Voilà, j'espère que j'ai répondu à l'intégralité des Merci questions. Nelson. Excusez-moi, j'ai clos les questions, mais je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Allez Nelson, le Conservatoire d'espaces naturels. Convention pluriannuelle d'objectifs. Bien, nous sommes engagés, je vous le rappelle, nous sommes la ville de Dreux, labellisé territoire engagé pour la nature. Et contrairement à ce que certains pourraient penser, ce n'est pas un gadget, puisqu'on s'y tient, notamment avec l'élaboration d'un atlas de biodiversité communale. Dans cet atlas de biodiversité communale, il y a un certain nombre de fiches actions à mettre en œuvre. Et cela nécessite l'accompagnement, notamment du Conservatoire des espaces naturels. Je vous propose une nouvelle convention sur une durée de 5 ans, en portant la participation de la ville à un montant de 150 000 euros, ce qui correspond peu ou prou au doublement de l'accompagnement du SEN sur le sujet. Alors, le Conservatoire des espaces naturels, vous avez, j'espère, chers collègues, lu la convention, nous accompagne notamment dans la gestion de nos zones Natura 2000 et donc avec différents objectifs, notamment d'identifier, de préserver et de promouvoir le territoire communal. Voilà, donc je vous demande, si vous en êtes d'accord, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention avec le Conservatoire des espaces naturels, de signer la convention d'usage, de verser la subvention et de solliciter les financements. Merci Nelson. Question? Madame Frété. Il faut éteindre ton micro. Ah oui. Je voudrais juste expliquer ce qu'est une commission, puisqu'on dit toujours des commissions, c'est peut-être pas trop ce que c'est. En réalité, c'est une simple réunion dans laquelle, au lieu de débattre en conseil municipal de tous les sujets à fond, on va justement passer 1h30 à parler de sujets pour arriver en conseil municipal et avoir des avis déjà allégés. Donc il y a certaines commissions où on entend des gens qui soupirent, on entend des réflexions du type ah ben ça va pas durer quand même toute la nuit, on va pas passer notre soirée là, et puis c'est pas toujours super agréable pour ceux qui voudraient y participer. Croyez bien que ce n'est pas toujours hyper sympa. Bref, là on est en train de gravir un échelon supplémentaire. En commission, le 30 janvier, on nous propose une convention pluriannuelle d'objectifs 2024-2028, qui est donc le titre du rapport présenté ce jour. Or, ce n'est plus du tout une convention pluriannuelle, c'est une convention de coopération pour la préservation de la biodiversité 2024-2028. Qu'est-ce qui change? Eh ben, on ne passe pas d'une subvention, c'est-à-dire on ne donne pas de l'argent à une association pour gérer le projet, et nous, on est un peu, voilà, à regarder comment ça se passe et à être aidant si besoin. Non, non, du tout, on devient vraiment les maîtres d'œuvre. Or, ce n'est pas du tout le document qui nous a été présenté en commission le 30 janvier. Alors, je m'interroge. J'aurais apprécié, alors là je parle en mon nom, mais je pense que toutes les personnes présentes auraient apprécié qu'on nous explique là, dans le rapport, que le document avait changé. Or, ce n'est pas le cas. Quant à l'avis qui a été donné, il a bien été donné sur un avis de convention de subvention et non de coopération. Ça change la donne. Ça ne change pas le montant, effectivement, en termes d'argent investi par la ville. On est toujours sur 150 000 euros, ce n'est pas la question. On est toujours sur un projet quinquennal, pas de souci. C'est juste que sur le fond, au lieu d'être un peu des managers, mais un peu à l'écart et en regardant ce que font les autres, donc le CEN en l'occurrence, on devient vraiment des acteurs, c'est-à-dire qu'on va chercher l'argent, on devient vraiment les maîtres d'œuvre. C'est très clairement énoncé dans la nouvelle convention qui nous est présentée ce soir, qui n'était pas du tout celle présentée en commission. Je m'en étonne. Une autre question. Alors bizarre ou pas, je ne sais pas qui a dit c'est bizarre, mais n'empêche c'est comme ça. Une autre question à la page 95 au 5e chapitre de la Convention.
nous avons un plan quinquennal 2024-2028 qui est devenu, dans cette convention, 2023-2027. Alors, je ne suis pas bonne en maths, ça fait toujours 5 ans, c'est bien quinquennal. Je n'ai pas compris à quel moment on est passé de 23 à 27, à 24 à 28. C'est bien 24-28 ou c'est 23-27? Je n'ai pas compris à ce moment-là. Oui, mais justement, je dis bien que je n'ai pas compris. Prêtez, je vous laisse terminer parce qu'il faut que... Non, ça y est, c'est fini. Ah bon, d'accord. Voilà, merci. Merci bien. Il y a d'autres interventions là-dessus. Je peux laisser Nelson répondre et passer au vote après. Nelson. Alors, je pense, pour répondre à votre dernière question, Madame Prété, que vous faites une confusion, puisqu'il y a effectivement une convention d'objectifs fixée entre la ville et le Seine, mais le Seine a une convention pluriannuelle d'objectifs elle-même qu'elle fixe avec la région. Et ce dont vous faites part à la page la page 95 du PDF, c'est que le Seine est engagé régionalement entre 2023 et 2027. Peut-être, voilà, ça ne nous concerne pas, ça ne concerne pas la convention entre la ville qui est bien entre 2024 et 2028. C'est le titre qui a effectivement changé. Et oui, nous sommes partie prenante, évidemment, nous sommes partie prenante de ce que le Seine réalise sur le territoire communal. Ils ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent. Il y a des copiles 3 fois par an, voire 4 fois si nous l'exigeons. Il y a des cotecs. Nous restons à la manœuvre sur ce qui concerne le territoire communal. Voilà. Merci Nelson. Oui, alors pratiquement tant mieux. Avant de passer au vote, j'espère que l'ambiance en commission va être plus agréable pour vous, Madame Prété. Voilà. J'ai demandé les questions, j'ai pris la dernière pour la réponse et passer au vote. Vous voulez voter maintenant, Monsieur Dautré, c'est ça? Non, mais j'ai clos les questions, mais allez-y, Monsieur Dautré. Merci, Monsieur le maire. Ah, pardon, maman, je n'avais pas vu, excusez-moi, Monsieur Dautré. Merci, Monsieur le maire. Bon, bien évidemment, on est loin d'être contre une convention pluriannuelle avec le Conservatoire d'espaces naturels. Voilà. Je pense que tout le monde est concerné là-dessus. Par contre, dans la clarté des explications, moi aujourd'hui, je ne comprends rien. Je suis désolé. Madame Prété, vous avez assisté aux commissions, nous on n'a pas assisté. Ça a changé, ça n'a pas changé. Je pense qu'à un moment, il faut que les délibérations soient beaucoup plus claires. Voilà. Comment voulez-vous que l'on comprenne quoi que ce soit ou que les Drouais comprennent quoi que ce soit? Moi, aujourd'hui, sur une position comme ça, je vais m'abstenir. Voilà, je m'abstiens. Très bien. Mais ou alors, invitez-nous aux commissions, qu'on puisse débattre, qu'on puisse comprendre. C'est pas plus compliqué que ça. Merci. On n'est pas là pour vous embêter, on est là pour travailler pour les Drouais. Et on a été élus pour ça, Monsieur le maire. Vous avez les documents à votre disposition, bien entendu. Je vous remercie de votre intervention. Je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, les oppositions, Maxime David pour, Mme Skamenek et M. Homs pour. C'est bien? Je vous remercie. Allez, on passe à la suivante. Et ben Nelson, toujours toi. On parle du vélo maintenant. On continue donc sur la stratégie mobilité que nous avons décidé tous ensemble. On mène une politique volontariste en faveur de l'usage du vélo. Je vous rappelle qu'on a inauguré au début du mois la vélo-école Drouaise. Je vous invite à aller y faire, à participer à des ateliers de réparation de vos vélos, messieurs, dames les élus, si vous en possédez un. En tout cas, si vous n'en possédez pas, je vous propose de reconduire l'encouragement à l'acquisition d'un vélo par le versement de la fameuse prime vélo. C'est pour moi l'occasion aussi de faire un bilan de l'action menée l'année dernière, puisque nous avions pris une délibération le 11 avril 2023 pour accorder une prime aux Drouaises et aux Drouaises de toute catégorie socio-professionnelle à obtenir une prime pour l'accompagnement de l'acquisition d'un vélo. Nous avions inscrit un budget de 50 000 € sur cet objectif. On a versé un total de primes d'un montant de 35 000 € pour 152 dossiers primes utilisés. On a reçu, pour votre information, 201 dossiers. Ça a été traité assez rapidement par les services. Ça a généré un chiffre d'affaires de 140 000 € pour les partenaires de cette opération.
Je reviens à l'objet de la délibération. Je vous propose de reconduire cette prime vélo. Donc le montant de la prime reste encadré à 25% du prix d'achat, limité à 150 € pour un vélo standard, 400 € pour un vélo assistance électrique ou un vélo cargo électrique, et limité à 600 € pour un vélo bi- ou triporteur. Ce qui a changé par rapport à celle de l'année dernière, c'est que nous limitons le nombre de primes à 2 ménages, et que pour encourager l'économie circulaire, mais ça a été encouragé par l'État, Monsieur David, nous encourageons également et nous ouvrons la prime sur les vélos dits reconditionnés ou les vélos d'occasion. Par le gouvernement, Nelson. Par Le gouvernement. Le gouvernement, pas celui de Monsieur Attal. Je vous propose d'allouer un budget de 30 000 €, soit environ 150 à 200 primes pour l'année 2024. Et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette opération. Allez, Monsieur Gambito, Monsieur David, allez-y. Oui, comme c'est une délibération qui ressemble évidemment à celle que vous aviez passée, comme vous l'avez citée, ma position, elle va pas beaucoup bouger. Mais en préambule, je voudrais juste vous dire, je suis un petit peu gêné, Monsieur le maire, parce que il y a une évolution dans nos débats aujourd'hui qui m'inquiète, puisque vous commencez à prendre l'habitude de clore le débat à partir du moment où vous avez commencé à répondre aux questions. Alors vous savez, j'étais absolument contre, mais la majorité ayant gagné, absolument contre l'idée de ne pas pouvoir intervenir 2 fois, parce que je vous expliquais que ça permettait de dire les choses, et après vos réactions, après explicitation, pardon, de prendre une position. Le fait d'intervenir une fois, déjà, nous bloque dans le débat, puisque si on pose une question, vous donnez la réponse, on ne peut pas réagir. Mais si en plus, vous empêchez des conseillers d'intervenir après des précisions, là, vous plantez complètement le débat. C'est-à-dire que là, il y a des fois, on avait envie de réagir. Par exemple, moi, je n'avais pas prévu de réagir, et après l'intervention de Sabine, j'avais du coup envie de réagir compte tenu de la réponse qui était donnée. Donc, sur le débat, pour qu'il reste vraiment productif, serein, positif, intéressant, je vous demanderais de reprendre la méthode que vous aviez avant, Monsieur le maire, à savoir, lorsque les mains sont levées, et avant que vous ayez clos le débat, mais lorsque les mains sont levées, que vous laissiez la possibilité de discuter, de débattre. Je veux dire, c'est les seuls moments de débat importants dans une vie municipale, donc c'est ça. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Parce que c'était Oui, par exemple, là, j'aurais pu dire, Monsieur Gambito, c'est pas l'ordre du jour, c'est pas la délibération, je ne Absolument. veux pas d'intervenir là-dessus, je vous laisse parler, voyez. Absolument. Après, vous observerez, Monsieur Gambito, qu'à l'époque, il y avait une seule opposition, il y en a 4, donc ça démultiplie les interventions, et que, ne voulant pas aussi restreindre le temps de parole dans les interventions, hein, Monsieur David, j'ai cette formule-là, mais on peut en parler, si vous voulez. Je vous dirais aussi que pour l'opposition supplémentaire, elle n'est pas de mon fait. Donc, Attendez, alors là, parce que là, du coup, on va se coucher tard, si on vous le débat. Donc, en ce qui concerne les mobilités, vous redire mon sentiment, et je crois qu'on partage, je dis je crois pour les faits, mais on a déjà discuté qu'on partage avec notre groupe, c'est de considérer que cette prime à l'achat de vélos n'est pas une bonne idée. Une fausse bonne idée, j'avais dit à l'époque, n'est pas une bonne idée, puisque c'est vrai que ça répond à l'effet d'aubaine, c'est vrai qu'il y a l'opportunité qui se présente, mais on voit bien que c'est pas ça qui ramène plus de vélos. Alors c'est pas mon ressenti, hein, c'est toutes les études qui le montrent, que ce type d'aide ne fait pas circuler plus à vélo. La vraie solution, la première, c'est la sécurité. C'est-à-dire que les gens, pour qu'ils prennent leur vélo, il faut qu'ils se sentent en sécurité. Et à Dreux, il y a encore énormément d'efforts à faire, même s'il y a des passages qui sont faits, mais à partir du moment qu'ils sont intermittents, les gens, être en sécurité pendant 100 mètres et puis en danger pendant les 100 mètres suivants, ça ne suffit pas pour leur donner envie de faire du vélo. Qui plus est, pour ceux qui font du vélo de façon nouvelle. Ceux qui sont expérimentés, des gens ont un peu peur, mais les autres, on voit bien des gens qui essayent de prendre leur vélo qui ont un peu peur. Donc c'est la sécurité. Après, si on veut aider financièrement, il y a un truc qui marche assez bien un peu partout, mais aussi des aides régionales qui vont dans ce sens-là, qui est l'aide à la location. Donc du coup, c'est pas à fond perdu, puisque ça permet à ceux qui veulent essayer de dire, tiens, j'ai essayé d'aller au boulot avec un vélo, et là de dire, tiens, on vous aide de temps par mois qui pourrait couvrir une grande partie de la location. Pas la totalité, parce que sinon on tomberait dans l'effet d'aubaine et le risque d'un vélo qui reste au garage, remise au garage. Mais là, ça peut être quelque chose d'intéressant pour ceux qui veulent se tester, d'avoir ces aides.
Après, juste quand même saluer au passage, même si c'est aidé par le gouvernement, dans l'évolution de votre proposition, le fait que ça s'adresse aussi aux vélos d'occasion et de réparation, et j'espère même que ça pourra aller plus loin avec des ateliers de réparation, mais le fait que l'on puisse aussi aller avec des non, mais de développer, pardon, oui, parce qu'on l'a inauguré, vous savez. Oui, oui, absolument. Et donc de développer les ateliers de réparation, et ça aille beaucoup plus loin, c'est une bonne chose. Je voulais saluer cette notion de consommation de l'ancien. Merci, Monsieur Gambito. Vous voyez, l'avantage de ne pas avoir de temps de parole, c'est que vous pouvez développer votre idée largement. Je salue d'ailleurs votre cohérence. Allez, Monsieur David. Merci. Sur le fond de ce projet, on le soutient déjà dans son principe, dans sa reconduction également, dans l'élargissement qui est évoqué notamment effectivement sur l'économie circulaire. Je tiens à saluer aussi l'effort qui est fait de l'enquête qui est proposée lorsque les personnes en fait souscrivent à l'aide. On leur propose de répondre à un questionnaire pour améliorer l'expérience client, si j'ose dire, et ce qui permet d'avoir un retour et de pointer notamment des points d'amélioration. Donc ça, c'était pour les bons points. Les fameux points d'amélioration maintenant, pour ne pas dire les mauvais points, je pense qu'on peut effectivement s'améliorer sur le délai de réponse. Monsieur Fonseca, vous disiez qu'ils étaient très bons. Je ne sais pas à partir de combien de temps on juge qu'ils sont très bons ou trop longs. On peut estimer qu'aujourd'hui, enfin à l'époque en tout cas, c'était au moins 3 semaines. Ça pouvait aller jusqu'à 3 semaines, un mois, ce qui en soi peut paraître pas déraisonnable, mais le problème, c'est que ça peut mettre en péril l'accomplissement total du projet, parce que il y a un réseau limité pour acheter d'enseignes pour acheter son vélo, et donc on prend le risque en les faisant attendre un mois pour réserver, parce qu'on ne peut pas réserver sans avoir l'aide, bref, de ne pas avoir le vélo qu'on veut et ne l'ayant pas, de renoncer au projet. Donc simplement peut-être un petit point d'amélioration sur la capacité à répondre rapidement au dossier, parce qu'il y a un enjeu de finalisation, mais sur le fond je trouve que c'est très bien, et ça serait vraiment intéressant si vous pouviez même vous engager à projeter ce renouvellement au moins jusqu'à la fin du mandat, parce que on vit un moment vélo, il faut le saisir. Ce qui me permet quand même d'élargir un petit peu sur un petit peu ce que disait M. Gambuto. On propose aux gens de les aider à acheter un vélo, c'est très bien. Mais après, il faut qu'ils l'utilisent, ce vélo. Et d'ailleurs, tout se tient parce que c'est en pouvant l'utiliser qu'ils vont vouloir en acheter un. Ce que je veux dire, c'est que l'enjeu des pistes cyclables, du réseau des pistes cyclables est absolument central. Et j'en veux pour preuve les récents travaux au carrefour Émery-Caron. Moi, je trouve que l'aménagement qui a été fait est intéressant. Qu'il n'y ait pas de feu, je trouve que c'est intéressant. De faire reposer, en fait, sur le jugement du conducteur, la situation, et on constate qu'en fait, les gens ralentissent. Je mettrai quand même quelques panneaux de priorité à droite, parce que pour certains, c'est peut-être pas encore un réflexe. Mais je trouve que c'est une bonne démarche. Et de l'expérimenter, c'est très bien. Moi, il y a quelque chose qui me choque visuellement quand je suis dans ce carrefour, c'est l'emprise des pistes cyclables. Alors, ça peut paraître contradictoire avec ce que je viens de dire, mais ça ne l'est pas. On est en cœur de ville. Le vrai enjeu aujourd'hui de la mobilité douce, il n'est pas de faire des trajets pas intramuros, mais dans le cœur de ville. Il est d'aller dans le cœur de ville, et une fois qu'on y est, de le poser et de faire le reste à pied. Le vrai enjeu, c'est de relier les périphéries au centre-ville dans les grands axes structurants, ce qui impose de faire des voies sécurisées, mais du coup, c'est pas la même. Parce que quand on dit ça, on a l'impression qu'il faut faire des voies sécurisées partout. C'est pas ça qu'on dit. Il faut prioriser certains grands axes et sanctuariser un espace vélo, quitte à assumer des fois des voies à sens unique. Ce que je veux dire, c'est que je crois qu'il y a une réflexion sur un plan de circulation. C'est plutôt là-dessus qu'il faut jouer, et pas forcément vouloir tapisser l'ensemble du centre-ville de macarons de vélo, parce que ça crée pas presque un sentiment, je vais vous dire, comment je pourrais dire ça, de marketing vélo. Les gens ne sont pas idiots, ils vont pas faire du vélo dans l'hypercentre. Ils veulent aller chez eux, ils n'habitent pas forcément dans l'hypercentre, ils veulent aller dans le centre et ensuite le faire à pied. Bref, donc je pense que cette réflexion-là, elle mérite d'être posée, et là on sera efficace, et ça sera assez complémentaire avec l'outil que vous nous présentez là, qui est l'aide à l'acquisition. Mais sur le fond, on la soutient. C'est beau le temps de parole. Allez, monsieur Homs. Bon, moi, je serai bref, mais est-ce que vous conditionnez l'octroi de l'aide à un engagement sur la sécurité, par exemple, avec le port du casque? Parce que, effectivement, je prends l'exemple du Carrefour, qui est effectivement réussi. Ce Carrefour est réussi. Il est assez accidentogène avec les plots de béton qui sont au sol. Et on imagine facilement qu'un cycliste ou un deux roues qui chute à cet endroit-là, ça peut très mal finir. Je pense que ce serait peut-être de bon ton de conditionner cette aide à une obligation, si tant il est qu'elle soit vérifiable, dans la pratique du port du casque. Voilà, c'est une suggestion. Merci, monsieur Homs. Monsieur Hirti. Droit au cœur votera pour cette délibération, parce qu'effectivement, le vélo
C'est quelque chose qu'il faut développer sur le territoire. Par contre, depuis 2020, combien de kilomètres de pistes cyclables, bandes cyclables, CVCB que vous avez créées, à part la rue Émeric Caron? Il y avait un plan de développement des CVCB, des chaussées à voie centrale banalisées, pour effectivement relier les quartiers, les périphéries avec le centre-ville. Aujourd'hui, vous n'en parlez pas, alors que vous mettez en place un dispositif intéressant pour les Drouais. Mais effectivement, la question de sécurité se pose sur ce sujet. Merci, monsieur Herty. D'autres questions là-dessus? Simplement sur les périphéries, effectivement, je rappelle que dans le cadre du NPNRU Batte-Tabellion, des voies vélos sont prévues effectivement pour relier tout ce quartier-là au centre-ville. Je fais la parenthèse. Excuse-moi, Nelson, je te laisse répondre. Bien, systématiquement, dès qu'on parle vélo, monsieur le maire, chers collègues, on parle d'infrastructure. Le constat, on le fait tous. On habite une ville un peu particulière, millénaire, avec parfois des rues peu adaptées à la circulation et des véhicules à moteur et des vélos. Je le regrette comme vous, et ce n'est pas l'objet, pardon de vous recadrer, l'objet de cette délibération, puisqu'on est là pour parler d'une prime pour encourager les Drouais et les Drouaises, tous les Drouais et les Drouaises à acheter, ou en tout cas à les encourager à faire acheter un vélo. Sur l'apprentissage, Monsieur Gambuteau, on vient d'ouvrir une vélo-école. Alors, c'est vrai, pardon, j'ai omis, et je m'en excuse auprès des différentes parties de l'opposition, on a omis de vous envoyer une invitation. Voilà, ça, pardon. Je fais un monde honorable, mais en tout cas, si vous voulez apprendre à faire du vélo, vous pouvez aller à la vélo-école, et même pour réparer votre vélo si vous en possédez un. C'est aussi pour ça, puisque vous parliez d'un effet d'aubaine, c'est aussi pour ça qu'on encourage la prime sur les vélos reconditionnés, parce qu'effectivement, on se dit que peut-être dans les 152 Drouais et Drouaises qui ont acheté un vélo en 2023, peut-être qu'il y en a une certaine partie qui voudra déjà revendre son vélo parce qu'il ne l'utilisera pas. C'est aussi ça l'objet de l'ouverture de la prime. Bah, il n'a pas le droit, mais oui, il n'a pas le droit. Mais il a pas le droit. Mais néanmoins, voilà, dans un certain temps, il pourra le faire. Pardon. Merci, monsieur. En tout cas, des ateliers de réparation, il y en a à la vélo-école. Pour répondre à votre question, je connais votre position sur l'effet d'aubaine. C'est une position clairement assumée de la majorité et assumée par moi-même. Monsieur David, merci pour vos encouragements. Pareil, le même constat sur les infrastructures. Alors, sur le délai de réponse, effectivement, il y a eu un petit problème à l'allumage, comme on peut le dire. En fait, on a reçu énormément de demandes dès que le dispositif a été mis en place. Aujourd'hui, les services sont très proactifs. On répond en moyenne sous un délai d'1 semaine sur les derniers dispositifs versés. Monsieur Homs, alors pour les enfants jusqu'à 12 ans, le port du casque est obligatoire à vélo. On mène avec du coup la vélo-école des campagnes de sensibilisation, notamment auprès de nos scolaires au niveau CM2, parce que l'objectif notamment de l'éducation nationale, c'est que tous les CM2 sachent faire du vélo. Et passe un programme et passe à la vélo-école, une habilitation. L'école vélo, ça peut être plus sympa. Voilà. C'est une réflexion peut-être que l'on peut engager sur le sujet de la sécurité. Pourquoi pas, et la vélo-école d'ailleurs s'adresse aussi aux adultes, parce que tous les CM2 doivent passer effectivement pour la formation et la sensibilisation, mais ça s'adresse aussi aux adultes qui souhaitent des fois reprendre le vélo après 30 ans de non-vélo. Ça s'adresse à tout le monde. Voilà. Monsieur Herty, merci pour vos encouragements et pour le vote favorable de cette délibération. Je n'ai pas d'éléments techniques, ce n'est pas l'objet de la délibération à vous apporter sur le nombre de CVCB précisément. Vous pouvez nous formuler la question. Je sais qu'on en a réalisé un certain nombre. Je regarde monsieur Leroux qui était à la voirie précédemment. Je regarde monsieur Jaguin. Il y a un certain nombre de réseaux qui ont été réalisés. Sans doute insuffisants, mais ils sont faits. Merci Nelson. Allez,
Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, s'abstient Monsieur Fontaine, Madame Frété, M. Gomito, Madame Gentil. Pour le reste, je vous remercie. Bon, bah, on va essayer d'accélérer. Allez, c'est ta dernière, Nelson, je crois, c'est ça? Allez, la dernière pour ta partie à toi. Oui, pour ma partie. Alors, c'est une délibération sur une convention de soutien aux communes et groupements communaux pour la lutte contre les déchets abandonnés, les fameux déchets sauvages. Donc, je vous propose de conventionner avec Citeo pour que nous puissions bénéficier d'un accompagnement financier à hauteur de 3,20 € par habitant à destination de nos services, notamment des services de la transition écologique, mais surtout, et Sophie est à côté de moi, du service propreté qui œuvre quotidiennement à la gestion des 70 tonnes de déchets collectés par an sur le domaine communal. Donc cette aide est bienvenue. Bien sûr, cette convention nous engage avec Citeo, notamment sur des reportings, donc des chiffres à leur apporter, une cartographie aussi de ces déchets, et puis un plan d'action qui nous sera demandé à la 3e année. Et je vous demande si vous êtes favorable à la signature de cette convention. Merci Nelson. Question d'observation là-dessus. Allez, Monsieur Gambito. Oui, on va voter évidemment pour, mais je vais profiter, non pas pour changer de sujet, mais sur ce sujet, vous redire, Monsieur le maire, combien je regrette la politique de ramassage des déchets, de problèmes de récupération du tri, etc. et tout, qui est de pire en pire, qui ne s'améliore pas, et on s'est marié dans le cadre de l'aglo. Je sais, vous allez me répondre que c'est l'aglo, mais l'aglo, on est quand même, je crois, le premier contributeur en ce qui concerne les déchets, etc. Et bien d'autres choses. Et on se retrouve avec un service du ramassage des déchets verts qui est de pire en pire, et qui va d'ailleurs s'arrêter bientôt. Enfin, après, c'est la réglementation qui nous impose un traitement différent pour les déchets verts. C'est pas l'initiative, on doit appliquer la loi. Hein. Oui, non, mais si, le ramassage des déchets verts en sac est quelque chose qu'on aurait pu continuer. Qu'on aurait pu continuer. De toute façon, c'était la galère déjà l'an dernier, le nombre de sacs qu'on va avoir là, pas d'impossibilité d'en avoir, de voir la récupération des sacs, une complication. On s'est fait voler 22 000 sacs, effectivement. Ouais. Donc c'était un peu long pour les recommander. Ouais. Non, mais 22 000, c'est ça? Oui, mais l'année d'avant, on n'arrivait pas à en avoir, et c'était pas. Non, c'est plus compliqué sur les déchets verts, mais même en ce qui concerne d'aller déposer au niveau du tri, c'est devenu beaucoup plus compliqué, l'histoire de carte et tout. Des tas de gens considèrent qu'ils ont moins accès, moins facilement au dépôt, et donc on se retrouve même avec une situation, j'ai le sentiment, mais je crois qui est avéré, d'avoir de plus en plus de dépôts sauvages qui sont en train de se mettre en place un peu partout, et d'ailleurs ce qui nous coûtera plus à nous d'ouvrir que d'avoir à récupérer. Et aujourd'hui, je suis en train de me demander si on pouvait avoir, depuis qu'il y a une évolution de la politique des déchets, du ramassage sur la ville, c'est une question que j'ai posée en commission, je redis là officiellement, si on pouvait avoir aussi connaissance de l'évolution du coût du ramassage et des déchets qu'on a sur Dreux, compte tenu de cette politique qui a été... Vous parlez des déchets sauvages? Oui, et des déchets, surtout, oui. On se retrouve à voir, à partir du moment où les gens ont plus de mal à accéder à... Tout à l'heure, je cherche un terme, à la déchetterie, voilà. À la déchetterie, eh bien, ils ont tendance un petit peu à balancer un peu plus. Mais je regrette aussi qu'on ait supprimé, c'était une à deux fois par an, les monstres, qui permettaient à des tas de gens d'avoir quelque chose de volumineux à la maison et de le sortir. C'était quelque chose qui évitait que ça se trouve un jour en dépôt sauvage, et puis quelquefois en plus qui faisait plaisir à ceux qui chinaient et qui récupéraient un peu partout. Donc c'est des choses qu'on n'a plus, qui étaient très utiles et qu'on est en train de perdre, et je trouve ça bien dommage. Merci Monsieur Gambito. Allez, on va essayer d'aller vite. Ah, Monsieur David. C'est un excellent. J'essaie d'aller vite, pardon. Allez-y Monsieur David, faites-vous plaisir. Pardon. Sur le fond de cette convention, effectivement, on est pour, c'est un vrai sujet, les déchets
abandonné édifié, puisque c'est pas la même chose. Et si on constate une augmentation, elle vient aussi de quelque part, qui est notamment un effet pervers dû au durcissement de collecte. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que, et je l'avais dit à l'agglomération lorsque on avait évoqué ces différents changements, que, entre guillemets, on peut... Alors, je mets de côté tout ce qui est des enjeux de coûts et de restrictions de services qui sont purement budgétaires et financières, mais qui sont aussi par rapport à ce qui est de l'ordre de la loi et du changement de pratique. On peut, entre guillemets, tout expliquer aux gens, tout demander comme changement de comportement, mais il faut savoir l'expliquer. J'avais plaidé à l'époque pour qu'on se donne les moyens à l'agglomération de prendre le temps d'une vraie politique de communication, de le faire de manière efficace, C'est effectivement ce qu'on a demandé également. Vous avez innovante. Et force est de constater qu'on me dit oui, mais on ne le fait jamais. Et on communique beaucoup, donc on croit communiquer. Mais en fait, communiquer, c'est s'assurer que le récepteur déjà le reçoive et comprenne le message. Et ça, on ne s'en assure pas. Et le résultat, il est là, c'est l'augmentation de ces déchets diffus et abandonnés. Donc, il y a vraiment un enjeu, y compris sur le coût, la transparence du coût pour l'usager, parce que c'est une facture qui augmente dans la taxe foncière. Mais on peut le justifier. Les déchets étant plus techniques, ils sont plus coûteux à traiter, on a une exigence plus forte, bref, on peut le justifier, mais on peut aussi, en ayant une politique circulaire des déchets, traiter le déchet comme une ressource et non pas comme un déchet, demain générer même une économie autour de ça. Et c'est pas juste pour se faire plaisir, c'est qu'à la fin, on fait baisser aussi la facture. Il y a plein de choses à inventer, il y a plein de choses à regarder sur les communes autour de nous qui innovent, parce que il suffit, dans la région, il se passe beaucoup de choses à Bourges, à Orléans, sur ces sujets-là. Bref, il y a des marges de progression. Donc, ça implique une vraie politique de communication, avant même un volet répressif. Parce que là, les gens, légitimement, ne comprennent pas. Ils perdent en service, ils payent plus cher, et on leur dit en plus que c'est pas bien ce qu'ils font. Donc, je trouve que c'est un peu beaucoup. Et ça m'amène à ma conclusion. Parce qu'effectivement, c'est une compétence de l'agglomération. Comme l'a dit M. Combuteau, on fait partie de cette agglomération. Moi, j'aimerais qu'on ait aussi une manière, une philosophie de travail avec l'agglomération beaucoup plus pacifiée, beaucoup plus constructive. Cette agglo, elle est là, elle est comme elle a des enjeux monumentaux devant elle, les enjeux de transition énergétique, des déchets, des mobilités, d'accès à la culture, ce sont ses compétences. Dreux en a particulièrement besoin, même comparé aux autres communes de l'agglo. Donc, on n'a pas un mandat à perdre à créer des situations de blocage. Donc, je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur David, parce que là, si sur vous la posez situation, l'attention, il n'y a aucun blocage, monsieur David. Sur la situation des déchets, à mon avis, vous trompez. Mais bon. Sur la situation des déchets, on a eu là, à 2 reprises, les déchets verts cet été, l'arrêt du ramassage des monstres, une incompréhension des Drouets, et on a eu un renvoi de balle par presse interposée sur c'est la faute de l'agglo. Les Drouets, ils s'en fichent de ça, de savoir à qui la faute. Ils veulent que ça fonctionne. Vous avez conclu, monsieur David? Qu'est-ce que j'ai... Moi, j'ai compris mon propos. Après, si vous ne l'avez pas compris... Non, je dis, vous avez conclu, c'est ça? Conclu. Ah, Madame Philippe. Monsieur le maire, mes chers collègues, je voulais juste savoir si dans la réflexion, vous intégrez la régie de quartier multiservice qui évidemment qui doit être un partenaire de la ville dans ce genre d'activité. Voilà. Merci, Madame Ma Philippe. question. Y a-t-il d'autres questions? Non. Je vais... Ah, vas-y. Ah, Hélène. Alors, vas-y, Hélène. Oui, bonsoir à tous. C'est vrai que lors de cette commission, j'avais fait une réflexion que je suis aussi à l'agglo, et je trouve que plus on va vers le futur et plus on va se retrouver avec des dépôts sauvages en plus. Parce que les gens ne sont pas raisonnables. Ils profitent des gens qui sont bienveillants, comme les marcheurs-cueilleurs aussi, parce qu'ils ramassent énormément. Donc je le dis haut et clair. J'aimerais que quand une entreprise est prise, entre parenthèses, chez un particulier, un petit artisan, il y en a certains qui ne jouent pas vraiment le jeu, et on retrouve ça dans les bois. Je le dis, j'ose le dire, parce qu'on a retrouvé des choses assez intéressantes. Ça veut dire que quand vous passez à l'agglo avec votre camionnette, et ben, au lieu de vous faire payer, et ben, on devrait reverser de l'argent à ces gens-là, parce qu'ils deviennent propres. Vous savez, le caddie, quand il était dans les supermarchés, 100 pièces, vous aviez des caddies partout. Le jour où on a mis un jeton, tout le monde range tout. Donc je pense qu'il faut peut-être penser différemment. Je vous remercie, monsieur le maire, de m'avoir donné la parole. Je t'en prie, Hélène, je t'en prie, c'était très intéressant.
Alors, je peux dire quelque chose avant de répondre et qu'on passe au vote. Simplement, les décès sauvages, c'est une vieille histoire qui est très compliquée, qui a beaucoup évolué aussi. À d'autres époques, on avait d'autres sortes de déchets, à d'autres périodes, qui étaient très compliquées à traiter. Cette année, j'espère, second semestre, nous allons créer la brigade verte qui va être chargée aussi de pouvoir travailler sur ce sujet-là afin de les limiter. La seconde chose, c'est que nous travaillons avec la préfecture et les services de l'État pour effectivement valider ce qu'on appelle des caméras nomades qui vont permettre, donc caméras 4G, 5G, qui vont nous permettre de déplacer des caméras sur toute la ville, notamment au point où des gens ont pris l'habitude de déposer des choses. Donc je dis, il n'y aura pas de prévention là-dessus. Quelqu'un fait un dépôt sauvage, c'est la verbalisation. Parce que ça coûte beaucoup d'argent de rouer. Ça détériore l'apparence de notre ville. Et je le dis aussi parce qu'on va déployer ça dans les prochains mois. Il y aura des conséquences. Les gens vont comprendre qu'on ne peut plus déposer ça comme ça n'importe où. La brigade verte, ce sont des gens qui seront habilités aussi à enquêter sur qui a déposé, avec les images, avec des fois des factures qu'on retrouve dans certaines poubelles, etc., etc. Enfin, tout ce qu'on connaît. Et on va verbaliser. Alors là, je veux dire, il n'y aura pas de prévention là-dessus. Parce que c'est un scandale de jeter comme ça sur la voie publique ou ailleurs des déchets, des fois qui peuvent être même dangereux. On a retrouvé aussi des fois un peu d'amiante, des choses, vous voyez, ce genre de choses. Bon. On va verbaliser. Ça va être mis en place rapidement. On a pris l'exemple, j'ai rencontré la mairesse de Trouville qui est venue à Dreux pour différentes raisons, et on a évoqué ça parce qu'elle a mis ça en place et ça fonctionne pas trop mal. Donc on va le faire, moi je vais vous dire. Par contre, les conséquences de la politique, si ça fonctionne comme on l'espère, elles seront assez immédiates autour de Dreux. Parce que les communes autour de Dreux qui n'auront pas cette vigilance, qui n'auront pas les caméras, ou qui... Il y aura des... Enfin, il faut en être conscient, quoi. Vous savez, souvent, autour de déchetterie, on pose des choses. Ça, dans quelques mois, ça va être beaucoup plus compliqué à faire. Donc, j'invite aussi, pour vous répondre, monsieur David, et ce que j'ai dit à Gérard Sourisseau, que j'ai vu ce matin sur différents sujets, notamment celui-là, ça se passe très bien, Gérard Sourisseau, je vous rassure, qu'il y aura des conséquences directes. Voilà. Donc, il y a toute une réflexion aussi à avoir là-dessus. J'ai visité le CSU de Chartres sur les caméras qui concernent toute l'agglomération. Il y a aussi des réflexions à avoir à notre niveau parce qu'il faut qu'on puisse faire un vrai maillage là-dessus. Voilà, excuse-moi Nelson, j'ai fait une digression, mais c'était, je pense, important. Effectivement, la compétence ramassage des déchets incombe à l'agglomération de Dreux, mais il ne s'agit pas non plus de se défausser. Mes collègues ici, notamment Sophie et Sébastien, participent très très régulièrement aux commissions et Radko et Hélène sur les sujets des déchets à l'agglomération. Il ne vous échappe pas qu'on n'y est pas majoritaire. On n'y est pas majoritaire, ni dans les commissions, ni à l'Assemblée de l'agglomération. Monsieur le maire voit juste les déchets, puisque nous, on va lutter avec l'ouverture de postes, la création d'un poste de garde champêtre, si j'ai bien compris, qui va pouvoir enquêter, verbaliser les dépôts sauvages. C'est bienvenu, mais ça va reporter le problème sur nos collègues de l'agglomération qui n'ont pas suivi notre avis. Voilà, ça c'est une première chose. Je vous réponds en même temps, hein, monsieur David. Hein, voilà, effectivement, sur les liens avec l'agglomération, des fois, voilà, ils ont aussi des fausses bonnes idées, peut-être. Donc, on ne partage pas cette idée de ne pas ramasser les sacs de déchets verts ou les encombrants. Madame Philippe, effectivement, la régie de quartier qui vous tient à cœur, multiservice, participe à l'effort de la commune pour le traitement des 70 tonnes de déchets. Et je vais apporter aux membres de la commission transition écologique un chiffre que je vous ai promis en commission, qui est le coût du traitement de ces 70 tonnes, puisque pour l'année 2023, on parle de 472 000 € aux frais de la collectivité. C'est réparti avec une facturation de la déchetterie à 31 000 €, un coût RH estimé de 4 équivalents temps plein pour les services propreté, soit 183 000 €, 4 parcours emploi compétences au sein du service propreté pour un montant de 48 000 € et 9 agents de multiservices déployés sur les 5 quartiers pour un montant de 210 000 €. Voilà. Merci Nelson. Allez, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient?
Unanimité, je vous remercie. Merci Nelson, tu as fini ta partie qui était longue. Jean-Michel, qui est une seule délibération. C'est court, logiquement. Bien, il s'agit d'alimenter en électricité la parcelle du futur projet de Daman sur la zone industrielle des Livrindières. Alimentée en électricité par une ligne enterrée de 15 kV. Et cette ligne enterrée traverse une petite parcelle non constructible sur le coteau ensoleillé, qui est une parcelle appartenant à la ville d'Audreux. Il y a donc lieu de créer une convention une servitude sur cette parcelle sur un linéaire de 80 mètres. Et donc je vous demande d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention. Ce serait sympa de m'autoriser à la signer, voilà. Question, observation là-dessus, second buteau. Évidemment, on votera pour, mais je profite de ce débat puisque j'ai vu il y a quelques heures, quelques jours, un article sur le départ du directeur, M. Rive de Gédia, et vous posez la question, qu'est-ce qu'il en est, non pas son recrutement, mais peut-être, mais quelle politique pour Gédia, nous, ville de Dreux, on compte mettre en place Second buteau, là, franchement, partir d'une servitude pour Gédia, arriver là-bas, c'est un peu... Ah non, je parle de Gédia pour vous dire, vu qu'il y a une servitude et puis qu'on parle de Gédia, je dis, s'il vous plaît, monsieur le maire, quelle politique vous proposez pour Gédia? Vous êtes formidable. C'est gentil de l'avoir dit 2 fois, il sera écrit 2 fois dans le compte rendu que je suis formidable. Non, vous êtes formidable. 3 fois, ça vous va? Allez, ouais. Adjugé vendu. Votre intervention là-dessus? Non, c'est bon? Ok. Non. Non, parce qu'en plus, par élégance... mais ce sera un peu le même type de réponse. Un conseiller municipal d'opposition a posé une question écrite sur ça. Donc, voilà. Il faut vous concerter, les gars. Allez. Non, mais je plaisante. Vous ne répondez pas aux provocations comme ça. Allez, qui est contre? Qui s'abstient? L'unanimité, je vous remercie. Et ben, ça finit, Jean-Michel. Pour une fois, c'était une seule délibération. Et Fouzia a aussi une délibération. Je t'en prie. Je mets le micro. Bonsoir à tous. Bon, cette délibération, elle est l'occasion de vous annoncer le retour de notre festival Culture Manga. La précédente édition, vous vous en souvenez certainement, a eu lieu en mai dernier. Elle a trouvé son public avec près de 14 000 visiteurs. La seconde édition aura lieu le week-end des 25 et 26 mai, donc aux mêmes dates que l'an dernier. Vraiment, on préempte cette date en particulier. Il s'agit ce soir de vous soumettre la nouvelle grille tarifaire. Elle connaît 2 principales évolutions. La première, c'est la création d'un tarif jeune à 4 € en pré-vente et 8 € sur site pour les 7 à 17 ans. La seconde évolution, elle porte plus particulièrement sur le tarif du pass famille qui passe en pré-vente à 18 €. Faites attention parce que c'est pas ce qui est indiqué. C'est pas ce qui est indiqué sur le document. Je vous le signifie tout de suite. Il y a eu une petite erreur. Donc c'est bien 18 € en pré-vente et 30 € sur site. En effet, on procède, excusez-moi, à cette augmentation. Le tarif appliqué l'an dernier était en effet un tarif d'appel et ça visait surtout à soutenir le lancement de ce nouveau rendez-vous. Pour information, 428 passes famille ont été vendus en 2023. Il faut savoir qu'aucun justificatif alors n'était demandé et qu'il nous est arrivé parfois d'avoir jusqu'à 10 personnes sur un même pass. L'enjeu pour cette deuxième édition est dans un premier temps de rester compétitif. Et donc on a vraiment fait tout le travail d'analyse des événements similaires sur le territoire pour rester sur un accès facilité. D'ailleurs, à ce niveau-là, il me semble que le Mangamania qui aura lieu à Chartres fin mars affiche en pré-vente un pass famille à 36 € pour 4 personnes. Donc je pense qu'on est plutôt compétitif. Le deuxième enjeu, il visait surtout à poser un cadre plus précis aux 10 passes. Il couvre dorénavant 2 adultes et 3 enfants de plus de 7 ans. J'en profite par ailleurs pour vous donner quelques éléments budgétaires. On a un budget alloué à l'événement de 90 000 €. L'an dernier, les recettes étaient de l'ordre de 57 000 € avec l'émission de 6 768 entrées gratuites.
De fait, il faut qu'on puisse, dès cette année, se rapprocher du point d'équilibre, mais ça ne se fera pas au détriment des familles, puisque c'est gratuit pour les moins de 7 ans, et toujours, et c'est important pour les personnes qui viennent déguiser, pour les cosplayers. On poursuit également le partenariat avec les maisons Proximum, ce qui permet un accès gratuit pour les familles en difficulté. Plusieurs centaines de places seront à nouveau mises à leur disposition. On ne va pas non plus transiger sur la qualité, et on va même monter en gamme. Il y a plusieurs nouveaux rendez-vous qui sont prévus. L'an dernier, ça se terminait vers 18-19 heures en fonction des jours. Là, le samedi soir, on va pouvoir proposer une belle nocturne qui va être très made in Corée, avec un concert et des animations. On en profite également pour associer le Ciné-Centre, qui donc est juste en face du festival, qui va être un peu partie prenante de la programmation en ayant des événements en amont et surtout la veille, avec la diffusion de mangas dans le cadre du cinéma. Merci. Et donc tu demandes à ce que on valide les tarifs. Valider les tarifs. Allez, question. Monsieur Omps, je laisse éteindre. C'est pas une question, c'est simplement pour... le hasard a fait que cette semaine, nous avons croisé des gens qui avaient participé à la précédente édition et qui nous ont dit tout le bien qu'ils pensaient de cet événement. Et on voulait simplement vous féliciter parce que c'est vraiment remarquable et ça va sans doute s'imposer comme un des événements de Rouet et devenir très pérenne. Donc bravo, super. Merci, monsieur Omps. Monsieur Gambuto. Juste m'assurer, comme j'avais fait l'an dernier, du fait qu'avec ceux qui avaient créé le... Oui, à Chérizy, le Chérizy Manga. Il y a toujours une bonne entente et il n'y a pas de concurrence. On avait... Et puis aussi, nous aussi, vous féliciter, même si on commence à avoir un doute, puisque on avait trouvé que vous aviez bien joué le jeu en vous déguisant, mais on vient de comprendre que c'était pour pas payer l'entrée. J'ai prévu de recommencer. Juste pour parler de Chérizy, puisque l'idée m'était venue quand j'avais visité une des premières éditions de Chérizy, où j'avais trouvé que c'était absolument formidable sur un tout petit site. Et je voulais pas qu'on lance ce type d'événement et donner l'impression qu'on était contre Chérizy ou parce qu'on était une grande ville et que voilà. Donc j'avais sollicité les organisateurs et Michel Cuvier en disant on souhaiterait le faire si ça te pose un problème, voilà. Et puis si on le fait ensemble à Dreux, on peut même appeler ça le manga Dreux Chérizy Show. Et il nous dit non, il n'y a aucun problème, et c'est vrai que c'est pas la même dimension. Donc voilà. Je suis très content et Fouzias on est occupé de très près de ce festival pour que ça fonctionne bien. On le réduit d'une journée, on fait une nocturne, parce que le format est peut-être un peu trop long. En tout cas, franchement, on est très très fiers de cet événement-là. Effectivement, ça prend toute sa place et ça répond à une vraie demande et une appétence pour ce monde-là, en sachant qu'on y rencontre des enfants de 5-6 ans jusqu'à 75 ans, quoi. Alors, en plus, il y a Star Wars, donc il y a des gens qui sont très intéressés par Star Wars et qui aiment beaucoup ça, donc c'est vraiment une belle fierté. Voilà. Je peux passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Eh bien, Fouzia, c'est n'en avait qu'une seule, donc du coup, voilà. Et Caroline là. Allez, Caroline. Bien, bonsoir. Donc, plusieurs délibérations RH. La première concerne notre contrat d'assurance groupe statutaire qui va arriver à échéance au 31 décembre 2024. Ce que je vous propose ce soir, c'est de mandater le centre de gestion 28 pour rechercher le meilleur contrat d'assurance groupe possible. De précision, c'est gratuit, on ne paie pas le centre de gestion 28 pour faire cette recherche. Et la deuxième, c'est qu'on reste libre de choisir ou pas ce qui va nous être proposé. Bah non, ça c'est concis, c'est bien. Question, observation là-dessus? Non, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Si tu fais toutes comme ça, courtes, ça va être bien, Caro, c'est super. C'est beaucoup de régularisation ce soir en ce qui concerne les RH. La deuxième délibération que je vous propose, c'est sur la restauration collective. C'est simplement un changement de dénomination de nom, puisque jusqu'à présent, nous avions conventionné avec la ville de Vernouillet, oui, et il s'agit de conventionner avec la Caisse des écoles de Vernouillet. Donc c'est la même convention collective, simplement on régularise au niveau des noms des co-contractants. Merci, Caroline. On peut passer au vote. Ah, pardon. J'avais un bon espoir. Allez, monsieur David. Par rapport à cette délibération, bon, effectivement, Dreux n'ayant pas encore de cuisine centrale, malgré votre proposition, ça me permet de
faire quand même un point d'actualité, de vous demander également un retour d'expérience concernant notamment l'application de la loi Egalim à Dreux. On a tous constaté ces dernières semaines le mouvement des agriculteurs qui a mis sur la place publique un vrai sujet et qui vient à la convergence d'une demande citoyenne très forte, d'une alimentation à la fois saine, durable, mais aussi en soutien de nos agriculteurs et de notre souveraineté alimentaire. La loi Egalim, donc je le rappelle, votée en 2018, impose pour la restauration collective 20% de produits bio et 50% de produits locaux. La commune de Dreux, comme toutes les communes, a en charge la restauration pour le primaire et la maternelle, il me semble. Donc la question est simple, qu'en est-il à Dreux de l'application de la loi Egalim et qu'est-ce qu'on se donne comme marge pour atteindre ces objectifs s'ils ne sont pas atteints? Merci. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Gambuteau. Ah pardon, et Madame Philippe. Oui, c'était l'occasion aussi pour que vous nous parliez de la cuisine centrale, qui aura, à notre avis, pour vocation de remplacer ces accords-là. Et où on en sait, où on en est, on aimerait savoir où on en est. Madame Philippe, allez-y. Écoutez, visiblement, on ne s'est pas concerté, mais on a des idées en commun. Moi, je voulais vous parler de la cuisine centrale, qui était une promesse de campagne et pour laquelle nous avions beaucoup travaillé à une époque. Donc voilà, c'est quid. Merci Madame Philippe. Alors, je suis un peu surpris parce que la délibération n'a rien à voir avec ça, mais avec les centrales, le programme est en cours d'élaboration. Vous savez qu'on a dit qu'on allait la décaler parce qu'il y avait trop de travaux sur les battes en même temps et qu'on ne voyait pas faire des travaux en même temps à côté d'une école et d'une crèche. Voilà. Et ça, c'est vraiment pour vous répondre rapidement parce que ça n'a rien à voir avec la délibération. Caroline, tu réponds sur le reste? Oui, c'est qu'on s'entende bien ici, là, c'est juste une mesure RH. C'est les agents de la collectivité de Dreux qui bénéficient de cette restauration collective. Donc, vous auriez pu me demander, j'étais toute prête, j'avais préparé des trucs, je suis très déçue. Ça concerne, juste pour du coup, comme j'ai la parole, ça concerne une vingtaine d'agents chez nous, avec une prise en charge employeur et un repas qui leur revient à peu près à 4,14 € précisément par agent. Voilà. Okay. C'est une vraie délibération RH. Oui, comme au gouvernement, c'est ça, hein, Monsieur David. Je passe au vote. Ah oui, allez, Monsieur David, allez, vas-y. Mais court, hein. Non, mais simplement une réponse à ma question sur l'application de la loi Egalim à Dreux. Ben, on respecte la réglementation, Monsieur David. Donc à Dreux, il y a 20% de produits bio et 50% mais de monsieur produits locaux. David, je ne vois pas le rapport avec la délibération, mais vous pouvez... On parle de restauration collective. Si vous voulez qu'on parle d'Egalim et du gouvernement, déjà qu'il la fasse respecter auprès des centrales d'achat, après on en reparlera. Voilà, je passe au vote. Chacun sa place et la commune a sa responsabilité bien à prendre. entendu, mais on a un opérateur national et j'imagine que l'opérateur national Sodexo le respecte. Vous avez dit tout à l'heure que vous respectez la loi à Dreux. Est-ce que c'est le cas sur Egalim? C'est simple comme question. Enfin, attendez, Monsieur David, je ne sais pas ce que vous cherchez là exactement. On a faire vivre la démocratie David, dans cette enceinte. Monsieur David, stop. Si vous voulez pas écouter la réponse, écoutez pas la réponse, mais déjà je vous réponds sur un truc qui n'a rien à voir avec la délibération. Voilà. On a un opérateur qui s'appelle Sodexo, qui est un opérateur national. Je pense, mais Sébastien me le confirme, il respecte la loi. Voilà. Je passe au vote. Je passe au vote. Allez, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Allez Caroline, on va essayer de terminer. Donc la prochaine délibération, c'est une délibération classique de mise à jour du tableau des emplois permanents. Donc c'est le recrutement d'agents contractuels sur les emplois permanents. Je rappelle que l'idée, c'est de pouvoir permettre à des agents que nous avons de bénéficier d'un nouveau contrat. Sinon, nous devrions nous séparer des agents. C'est aussi permettre à certains de garder leurs emplois. Là, ce soir, en l'occurrence, ce que je vous propose, c'est de faire basculer sur ce contrat de 3 ans les 3 des gardiens de nos écoles primaires. Merci Caroline. Question, Monsieur Hirti. Effectivement, attendez, votre collègue a pris la parole. Sur la délibération, il n'est pas indiqué le nombre de gardiens. C'est pas indiqué du tout. C'est une erreur, 3, 5, 10. C'est 3, pardon, okay. C'est pas dénoté. Donc si c'est 3, on votera pour. Voilà. Pardon, alors Madame Gentil. Non, mais c'était la même question que Monsieur Hirti. Donc oui, c'est 3 gardiens. Du coup, c'est quoi? C'est le contexte, on embauche 3 gardiens pour ces créations de postes ou il y a des départs en retraite? Ce sont des emplois permanents et ces 3 gardiens qu'on a déjà dans nos effectifs. D'accord. Si je ne les bascule pas sur ce type de contrat, on doit mettre fin à leur contrat, tout simplement. Et pardon, si Monsieur le maire en est d'accord, c'est simplement de voter avec la désignation des 3 gardiens et du chiffre. C'est effectivement pas indiqué, vous avez raison.
Ah, c'est l'emploi. C'est l'emploi qu'on vote. Ah, bon, c'est l'emploi. C'est l'emploi Enfin, c'est qu'on vote. 3 postes de gardien. Voilà, bon. Allez, qui est contre? Qui s'abstient? Alors, qui s'abstient? Donc, Monsieur Fontaine, Mme Frété, M. Gambito, Mme Gentil, M. David, Mme Skavnek. Je vous remercie. Donc là, on en est au numéro 12. Bah, toujours toi, Caroline, vas-y. Donc c'est la dernière là aussi, en fait il s'agit de régularisation. Nous avions mutualisé le poste de chargé de mission maison des projets, donc vous savez c'est un poste qui est dédié au NPNRU. C'est un poste qui était dévolu 50% sur Dreux, 50% en Vernouillet. Et en fait il s'agit de refacturer à la ville de Vernouillet sur le temps du contrat. Donc c'est d'aller récupérer en fait ce qui nous est dû, pas plus pas moins. Merci Caroline. Monsieur Hirti, question. Mme Frété après. Eh ben, il a fallu 4 ans pour se faire rembourser 2 ans et demi de salaire à la ville. Qu'est-il devenu le chef de projet NPNRU, s'il vous plaît? Parce que la convention s'arrête, le financement s'arrête au 31 août 2023. Depuis, qu'est-il devenu? On ne parle pas des cas individuels, monsieur Hirti. Donc, il est toujours dans les effectifs de la mairie. Oui, je viens de vous répondre. C'était Mme Gentil, ou Mme Frété, pardon, excusez-moi. Simplement, si on regarde le tableau qui nous est proposé en page 182 avec les montants des remboursements de la ville de Vernouillet, ça veut dire donc que le premier salaire de 2021 est en réalité de plus de 60 000 €, si on considère que Vernouillet a payé 50% de cette somme. Même chose, c'est chargé, pardon, salaire chargé, on est bien d'accord. Oui. Alors moi j'ai fait mes petits calculs parce que j'ai un peu du temps à perdre, et que ça nous donne, mais oui, il faut le dire, et que ça nous donne un salaire moyen chargé complet, c'est-à-dire Dreux et Vernouillet, complet pour le salarié autour de 5 000 €, ce qui me paraît, enfin, autour de 4 000, entre 3 500 et 4 000 € Le calcul est faux. pour le salarié. Chargé, Non, non. Pas brut, chargé. Oui. Je pense qu'il y a... Oui, d'accord, mais ça coûte son salaire par mois environ 5 000 € chargés. En gros, ce qui fait pour le salarié ou la salariée, d'ailleurs on ne sait pas, puis on s'en fiche, ça fait quand même un bon salaire. Donc... Mais non. Madame Frédé, je pense qu'il y a une confusion entre le brut et le chargé. Et là, c'est chargé, tout confondu. Voilà, c'est donc, le coût. Le coût chargé. Sachant que je pense qu'il y a peut-être une partie aussi de frais, de gestion ou de frais annexes. Mais c'est pas 5 000 € par mois, je vous rassure, loin de là. Est-ce que le coût chargé, c'est bien ce qu'on a là, le remboursement de la ville de Vernouillet pour une année complète de janvier à décembre, c'est bien 30 000 € x 2, puisqu'il y a la partie Vernouillet, la partie... Ça, vous avez compris, c'est bon. Ok. Ça, c'est bon. Donc on est donc bien sur 60 000 € à quelque chose près, chargé, d'accord? Alors, Madame Frété, vous avez un chef d'entreprise à votre gauche, M. Gambuto. Vous allez prendre une petite pause, vous allez faire ça avec lui, puis il va vous expliquer entre le brut et le chargé. Je pense qu'il y a une petite confusion. Moi, ce que je voudrais juste... Vous voulez postuler, c'est ça? Ouais. Non, c'est pas ça. Bah si, mais complètement, mais alors là, il faut démissionner, Madame Frété. Oui, bah, c'est pas grave, ça, on démissionne. Donc le chef d'entreprise à votre gauche, M. Gambuto, il n'est pas forcément d'accord. Regardez, il a un sourire un peu figé, vous voyez. Non. Néanmoins, donc je vais quand même aller au bout, même si manifestement j'ai encore rien compris. Néanmoins, là, on nous propose donc, on a rémunéré quelqu'un à le coût chargé, donc tout compris, tout fondu, on est à 182 000 € pour 3 ans, enfin 2 ans, 3 quarts. On est d'accord, c'est... Oui, mais on peut le faire pour 20 ans aussi, si vous voulez. Non, mais là, le remboursement, ce n'est pas... Vernouillet va bien nous donner les sommes qui sont indiquées là. Ça veut dire que la somme globale est x2. C'est ça que je voudrais savoir. Vous venez de découvrir qu'un salarié coûte cher pour un employeur, je vous le confirme. Alors, que le salarié coûte cher, à la limite, je peux l'entendre. Non, mais je vais juste vous... Voilà. Que le salarié coûte cher, je peux l'entendre. Le début de votre démonstration est fausse, Madame Frété. Alors du coup, le reste, non, vous venez de me confirmer que j'ai bien compris qu'un salaire chargé pour un an, c'est bien 60 000 €. Vous venez de me le dire. Ouais, d'ailleurs, je crois qu'André aussi pourrait vous expliquer. Ça marche, pas de souci. Donc, on est sur 60 000 € à l'année chargé pour un salarié. Madame Frété, je me demande simplement quelle est la catégorie de ce salarié, parce que si c'est un catégorie C à 60 000 € l'année chargée, ça me paraît un peu beaucoup. Mais encore une fois, je ne suis pas chef d'entreprise. Non, mais c'est pas ça. Non, mais c'est pas ça. Alors, qu'est-ce que j'ai... Bon, vous me direz après ce que j'ai pas compris. Et puis, c'est un...
bon, j'ai compris que c'était un chargé de mission, ça c'est clairement écrit. Par contre, on ne sait pas la fiche de poste, on n'a pas les contours, on ne sait pas réellement à quoi ça servait, à part à faire de la promotion pour le nouveau quartier Bataillon. Et les actions réellement menées, et puis un petit bilan de ce qui a été fait pour cet argent que ça a coûté quand même, qui me paraît un peu beaucoup. Merci Madame Frété. Il y a d'autres questions peut-être? Non? Ah, vous avez hésité. Allez, ma gentille, je vous en prie. Non, j'ai pas de question puisque c'est un prolongement. Pourquoi vous mais levez la main? effectivement, est-ce que... Parce que c'est une observation. Ah d'accord. Allez-y madame. C'est une observation qui est dans le prolongement des précédentes observations, à savoir qu'on nous a garanti qu'on aurait systématiquement les fiches de poste, et ce serait vraiment bien qu'on ait les fiches de poste. Alors, la fiche de poste est dans la convention NPNRU, donc vous l'avez depuis le début. Si, madame. Tout à fait. Donc, c'est pas une question, mais je réponds quand même. Voilà. Et Mme Frété, voilà, la fiche de poste est dans la convention NPNRU depuis le début, depuis qu'on l'a signée. Et deuxièmement, bon, on pourra en parler entre chargé et brut, mais je pense qu'il y a une petite confusion, effectivement. Voilà. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, M. Fontaine, Mme Frété, M. Gombuteau, Mme Gentil, M. David et Mme Skramnek. Je vous remercie. Allez, je passe... mais qu'est-ce qui reste? Ah, bah, pardon, la dernière. La meilleure pour la fin, Lydie. Merci. Il s'agit d'une convention de reversement entre la Caisse des écoles et la ville de Dreux dans le cadre de la simplification des démarches de l'usager initiées au sein du guichet unique. Il est mis en place un règlement unique des activités proposées par les services de la ville de Dreux et de la Caisse des écoles. Donc pour mémoire, cela concerne les activités des écoles, des ALSH, des crèches, ainsi que tout ce qui est quête de mariage, du service parentalité, pardon. Pour ce faire, la Caisse des écoles a élargi les compétences de sa régie de recettes et d'avance afin de créer une régie d'encaissement unique aux deux collectivités. Les recettes de la ville et de la Caisse des écoles seront ainsi encaissées sur une même régie, celle de la Caisse des écoles. Le trésorier reversera sur le compte de la ville la part des recettes qui lui revient. La convention proposée a pour objet de préciser ses modalités de versement. Elle prend en effet dans la continuité de la précédente pour une durée de 3 ans renouvelable. Je vous demande si vous êtes d'accord de bien vouloir approuver le projet de convention joint en annexe et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer la dite convention. Merci Lydie. Question d'observation là-dessus? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Allez, il nous reste les décisions. Est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez aborder peut-être? Monsieur David. J'ai une question qui concerne la décision numéro 251 relative à une demande de subvention pour le projet de requalification du square de la République. Oui. Si on demande une subvention, j'imagine qu'on présente un projet. Vous avez donc un projet que nous vous avons demandé, que nous n'avons pas vu. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Pourriez-vous nous présenter le projet, même s'il est dans un stade de conception, il a été, juste pour vous répondre, vous avez raison, on en a parlé. En réalité, il a été présenté parce que on doit le faire hier après-midi à l'État pour savoir si ça convenait dans les desiderata de services de l'État, de l'Agence de l'eau et de l'ABF. Donc ça a été présenté hier à 14h pour être précis. Je crois que ça, c'était toi qui étais là, Jean-Michel, je crois que globalement ça convient au service de l'État. Donc on pourra effectivement vous le communiquer à partir du moment où on a une sorte de validation, alors pas juridique parce que c'est une appréciation qu'ils ont eue du projet ou de l'avant-projet. Voilà. Alors j'ai encore une autre question. Allez-y monsieur. Qui concerne cette fois-ci les différents marchés. Moi, je pense que je ne serai peut-être pas le seul à poser cette question, mais je serai le premier en tout cas. On voit effectivement qu'on arrive dans le stade de finalisation de la patinoire et donc on voit des marchés qui concernent les fournitures, enfin en tout cas l'utilisation même de la patinoire dans sa vocation première. Moi ça m'interroge, mais je pense que vos lumières seront précieuses. On fait appel, il me semble, à un délégataire ou un concessionnaire. Mais on lui donne tout le matériel. On lui achète le matériel. Donc qu'est-ce qu'il va être finalement à sa charge qui justifiera qu'on lui paye une prestation de gestion? Première question. Et je réitère ma question, on a vraiment besoin d'une projection consolidée du coût global. Là, je pense que le suspense de la série finale voilà, doit arriver. Arrive, monsieur David. On a vraiment hâte. Voilà, mais vous serez invité aux avant-premières, on fera un truc ensemble, ce sera super. Voilà. Bon, après, c'est pas une délégation, effectivement, c'est un marché. Et vous savez, dans une délégation future, plus vous investissez, moins le délégataire à investir, et c'est des vases communicants en réalité. Il y avait autre chose comme question, monsieur Hirti, madame Philippe?
Madame Philippe, allez-y. Oui, c'est aussi sur les mêmes sujets que l'on souhaite rebondir. Moi, je voudrais pouvoir dire aux Drouais qui nous interrogent, voilà, la patinoire, elle coûte tant. Elle a coûté tant et nous avons payé tant. Alors, n'ayant pas la terminologie spécifique pour parler plus en détail et plus savamment, je voudrais simplement combien ça coûte et combien ça a coûté. Voilà, merci. Il y avait des questions par rapport à une décision, oui, enfin c'est globalement ce que vous voulez dire, d'accord. Alors, voilà, bon, je suppose que M. Hurtil a prétendu avoir la somme globale il y a 2 conseils municipaux précédents, donc vous avez écouté votre collègue. M. Hurtil. Ah oui, on ne se trompe pas, quelques centaines d'euros. M. Près, on va additionner ces chiffres-là et puis effectivement, on va communiquer sur le prix à ce jour. Par contre, moi j'ai 2 décisions sur lesquelles j'ai des interrogations. La première, une petite interrogation, c'est la 2017-2 avec Dalkia. Vous précisez le montant arrêté avec l'avenant numéro 8 à 2 340 000 euros. Quel était le montant initial pour cette décision? Je la trouve pas. Vous parlez de laquelle? 2017-2. Ah, pardon, 2017-2. Ah oui, d'accord. Donc on a un montant arrêté à ce jour, mais on n'a pas le montant initial de cet avenant. D'accord. Voilà. Okay. Et le deuxième dossier, c'est le 2023-17 concernant le groupe scolaire Débat. Là, donc vous nous proposez donc la société SNERSCT. Oui. Donc moi je suis allé un peu fouiller sur internet. La plus grosse opération qu'ils ont eue, cette société est inférieure à 10 millions d'euros sur 22 mois. Vous nous proposez donc un prix, une offre à 25 580 000 euros hors taxe, y compris normalement les options. Or, si je ne me trompe pas, le candidat qui était deuxième a une offre financière moins importante, à 24 543 000 euros. Donc il y a quasiment 1 million de différence. Et sur le tableau d'analyse des offres, vous mettez une note supérieure à celui qui a une offre plus élevée que le candidat numéro 2. Oui. Donc, quelle est la question, M. Hurtil? Eh ben, la question, c'est comment attribuer un marché à une société, déjà d'une part, qui n'a pas assisté à la visite obligatoire, et ça nous laisse beaucoup de doutes sur le mode de calcul des autres critères de la note. Vous me dites pas quand même qu'il faut prendre le moins 10 ans, parce que juridiquement, c'est pas possible. Vous êtes d'accord avec moi? C'est plus possible. Ah non, je dis pas ça. Je dis, je m'interroge. Je pense qu'il y a une erreur de calcul sur le critère prix. Vous mettez une note plus élevée à un candidat qui a un coût plus élevé, alors que ça devrait être l'inverse. Le candidat à 24 500 000 euros, il a une note prix à 2,72 sur 5. Le candidat à 25 580 000 euros, il a une note à 3,04 sur 5. Et ça, c'est pas possible. Donc sur le critère prix, c'est pas possible. Oui. Non, si, mais bon, allez-y, terminez, monsieur Hurtil. Donc soit il y a une erreur effectivement dans votre note de calcul, mais nous, ça nous interroge sur le mode de calcul des autres critères. Il n'y a pas, vous avez, excusez-moi, vous n'aviez peut-être pas terminé. Il n'y a pas d'erreur sur le calcul. On a été suivi, vous imaginez, par des cabinets qui sont très très précis là-dessus. Monsieur Fontaine d'ailleurs était présent pour l'opposition, je dirais, ou les oppositions comme on veut. Simplement, il y a une appréciation du projet et effectivement, on ne part pas forcément sur le moins 10 ans parce qu'en réalité, c'était des propositions qui étaient très différentes. Il y avait un cahier des charges, des grandes orientations et on a estimé que le projet qui était un peu plus cher, effectivement, vous avez raison, valait vraiment le coup parce que en termes de réalisation, de qualité et de compréhension du quartier, de ce qu'on voulait pour le quartier, ça nous semblait être le meilleur projet, pas le moins 10 ans parce que c'est pas possible, mais le mieux 10 ans, et qui était le plus intéressant pour le quartier pour avoir quelque chose de grande qualité pour les habitants des Battes notamment. Donc tout simplement on a fait un choix, il n'y a pas d'erreur sur le calcul, mais si vous voulez plus de détails, vous pourrez consulter le dossier. Y a-t-il d'autres questions sur les décisions? Ah pardon, monsieur, je suis désolé, monsieur Fontaine, c'est 2 fois que je vous oublie. Oui, il y avait en fait deux remarques. Effectivement, comme un certain nombre de personnes l'ont évoqué précédemment,
puisqu'on arrive à la finalisation de la patinoire, ce serait quand même intéressant qu'on ait le coût global. Le bilan global, oui, tout à fait. Le bilan global, de façon à ce qu'effectivement les drouets sachent combien cet équipement leur a coûté. Bien sûr. On a également, en fait, régulièrement des décisions concernant des conventions d'occupation à titre précaire. Et est-ce qu'il serait possible, en fait, d'avoir une convention type pour voir effectivement quels sont les critères qui font que la convention d'occupation l'est à titre précaire? Oui, excusez-moi, vous parliez des logements, c'est bien ça? Tout à fait. Excusez-moi, j'avais pas compris, d'accord. Et savoir effectivement quels sont les critères d'attribution de ces logements. Globalement, comment les personnes savent que ces logements sont disponibles et comment ils font pour candidater pour les occuper. Vous avez fini toute votre question, monsieur? Oui. D'accord. Effectivement, donc notre boussole sur cette question-là, c'est la note que nous a envoyée Madame la préfète de l'époque sur les logements, et donc on suit ça scrupuleusement, on le fait humainement et étape par étape. Logiquement, au mois de juin, on pourra vous présenter le bilan de ce qu'on a mis en place pour respecter la réglementation. Voilà. D'autres questions sur les décisions? On peut passer aux questions écrites? Questions écrites orales? C'est bon? Allez, monsieur Hirti, vous aviez une question. Je vous en prie. Le directeur général de GEDIA a quitté ses fonctions récemment. Pouvez-vous nous dire si son poste a été remplacé? Si oui, à quelle date le futur directeur général prendra ses fonctions? Merci, monsieur Hirti. Bon, ça n'est pas partie du conseil municipal. Simplement, bien sûr qu'il y aura un nouveau directeur général, c'est évident. Allez, ensuite, j'avais une question de madame Iften. Allez-y, madame Iften. Alors, l'Éco-Républicain du 30 janvier dernier a rédigé un article sur la prolifération des chenilles processionnelles sur l'école des Battes. Nous voulons savoir si d'autres écoles ou sites sont concernés. Oui, merci de votre question. Effectivement, donc, sachez déjà qu'on a passé un marché très récemment, la dernière CAO, hein, pour 50 000 € sur ces questions-là, des nuisibles, hein, puisqu'ils ont été classés comme tels. C'est dangereux, hein, ça peut même être pas mortel, ou parfois même, donc c'est une vraie question. Donc on a fait du préventif, on a été sur des écoles où il y avait besoin d'intervenir, comme Sophie m'avait prévenu à l'époque. On va aussi planter des sujets, des espèces différentes sur lesquelles ces chenilles-là ne peuvent comment dire, habiter ou squatter l'arbre, le sujet. Et donc, voilà, la question qui se pose maintenant, c'est de savoir aussi qu'est-ce que font les communes autour de chez nous. Parce qu'on a beau avoir une politique plutôt volontariste là-dessus, si les communes autour de chez nous ne font pas le nécessaire, ça ne résout pas complètement le problème. Voilà. Ensuite, j'avais une question de Madame Philippe. Allez-y, Madame Philippe. Oui, merci. Alors, nous vous avons déjà interpellé pour pouvoir avoir les documents suivants. On vous a interpellé pour vous demander les conventions d'honoraires d'avocats depuis le 1er octobre 2022, les décisions y afférentes et les notes de frais de représentation du maire pour les années 2020, 21 et 22. On a sollicité la CADA. Oui, qui on a vu ça qu'il y avait une décision, un numéro, mais on ne la retrouve pas, le numéro que vous nous mettez dans le courrier. C'est intéressant de nous la communiquer. Là, vous avez le numéro, donc... on a pris sur la CADA le numéro que vous avez indiqué. En tout cas, ça n'existe pas sur la CADA. C'est pour ça que je vous permets de vous la poser. Mais vous vérifierez. On va vous transmettre, bien sûr. CADA.fr, vous regardez, oui. on a vu votre numéro. Alors, c'est l'avis numéro 2023 4700. C'est ce qu'il y a marqué dans votre courrier, effectivement. Ouais. Vous pouvez regarder en direct, hein, vous verrez. Et la CADA nous a donné, parce qu'on est très clair ici, un avis défavorable pour la communication des conventions d'honoraires d'avocats. Par contre, un avis favorable pour la communication des décisions afférentes aux conventions d'honoraires des frais d'avocat, ainsi que pour les notes de frais de représentation du maire pour les années 2020, 2021 et 2022. Alors, donc nous allons vous communiquer... S'il vous plaît, oui. Parce que si vous ne l'avez pas, bon... Non, on l'a pas, parce qu'on a pris le numéro que vous avez indiqué dans le courrier sur cada.fr et ça ne ressort pas. C'est tout ce que je vous dis, mais vous pouvez le vérifier en direct. Hein. Le numéro de décision que vous indiquez n'est pas disponible sur la cada.fr ou .org, je ne sais pas comment... Voilà. Vous avez fini, Madame Philippe ? Vous l'envoyer par écrit, enfin pour... Oui, c'est bon. Oui. Ouais. Alors, pour vous faire plaisir, les conventions d'honoraires, effectivement, et ce que vous demandez sur les avocats, ce sera le prochain CM, ce sera le conseil municipal, donc vous aurez vos réponses. Sur l'IFR, vous savez qu'en l'occurrence, on l'a voté en début de mandat, il s'agit de 6 000 € par mois,
et sur lequel je garde les justificatifs par mois, par an, ouais, par mois. Je suis pas député, voilà. Parce que c'est ça en fait, hein. Par an, et sur lequel je garde les justificatifs. À notre connaissance, à part si vous avez une décision différente, ils ne sont pas communicables en dehors de la CRC qui viendrait demander. Mais il n'y a pas de souci. Simplement pour votre parfaite information, l'IFR de 6 000 € par an, pas par mois, est dépassé largement puisque je n'ai pas souhaité revaloriser cette IFR, mais je dépasse le montant tous les ans, donc à mes frais, pour être très précis. J'ai l'initiative à disposition de la CRC. Si la CADA, dans les décisions que vous donnez, est réelle, je le prendrai en considération, bien entendu, mais le niveau que vous indiquez, on ne le retrouve pas. Voilà. Je prends la question suivante de Monsieur Dautré. Oui, merci. Monsieur le maire, lors d'un précédent conseil municipal, nous avons interrogé au sujet de la situation administrative de Monsieur Boutard, votre directeur de cabinet. Vous nous avez répondu qu'il était en formation. Merci de nous préciser ce soir combien a coûté sa formation, quelle est la durée de la formation, quel type de formation a-t-il suivi, et quelle est sa situation administrative actuellement. Je vous remercie. Alors, je suis un peu surpris par la question, parce que déjà, j'aime pas qu'on cite des noms d'agents de la ville, c'est toujours très délicat. Moi, je trouve que c'est pas une bonne politique. Simplement, son statut, il est en activité. Parce que quand vous êtes en formation, vous êtes en activité, première chose. C'est la réglementation. La formation et la situation Sciences Po, il l'a même publié sur Facebook, vous avez pu le voir, peut-être, à part si vous n'êtes pas abonné à son compte, peut-être. Elle est, je crois, de 9 800 €, et donc il est en cours de formation, et il suit ce cursus là-bas. Voilà. Allez, il me reste une dernière question, je crois, c'est la dernière, c'est Monsieur David. Des fois, comme ça, l'écrit, ça a l'air plus court, quand vous le dites. Si vous pouvez résumer... je charrie, Monsieur David, je charrie. J'y vais. Monsieur le maire, la révision du plan local d'urbanisme arrive à son terme avec le vote lors d'un prochain conseil municipal de la proposition soumise à enquête publique. L'un des enjeux majeurs à l'origine de cette révision est l'intégration des objectifs de la politique nationale de lutte contre l'artificialisation des sols. La mise en conformité de notre PLU vis-à-vis de cette obligation légale impose de trouver des compensations aux projets de développement engagés par la commune et qui sont soumis à l'avis des services de l'État. Cela implique parfois le changement de catégorie pour des terrains aujourd'hui constructibles et qui, maintenant convertis en terres agricoles, ne le seront plus. Il peut évidemment en résulter un préjudice manifeste pour les propriétaires concernés. Si l'atteinte des objectifs du ZAN, zéro artificialisation nette, est une exigence vertueuse compte tenu de la nécessaire transition écologique, il convient d'adopter la plus grande transparence sur les critères retenus afin d'en marquer l'adhésion de nos concitoyens. Ces arbitrages ayant eu lieu après nos réunions de travail, Monsieur le maire, pourriez-vous présenter à notre Assemblée les éléments qui ont présidé au nouveau zonage en terre agricole, et ceci pour chaque parcelle concernée, s'il vous plaît, sur notre commune. Merci. Non, c'est louable, Monsieur David. Vous avez quand même participé à différentes réunions sur l'élaboration du PLU. Il est à disposition. Le commissaire enquêteur a ouvert aussi des permanences, donc je ne vais pas vous faire la litanie parce que c'est pas le lieu. Simplement, la réglementation a beaucoup évolué. Effectivement, on doit rentrer dans la zéro artificialisation nette à horizon, etc. Parce que c'est par cœur. Et sur les zonages, effectivement, c'est une négociation entre nous et l'État pour trouver les zonages les meilleurs. Des fois, on doit sacrifier des zones et on le regrette. Après, je ne salue pas le manque de constance et de vision du gouvernement sur cette question-là. J'ai dîné avec Jean-Baptiste Blanc, le sénateur qui était rapporteur de la loi là-dessus, que tu connais très bien, Chantal, qui est un homme remarquable, qui est d'ailleurs avocat au Conseil d'État, et qui m'a dit dans le temps ça ne tiendra pas. D'ailleurs, vous avez observé que la semaine dernière, cette semaine je crois, début de semaine, le gouvernement, il y a une circulaire, a dit que les zones à urbaniser pouvaient augmenter de 20% dans les ZAC. Voilà, ça sort comme ça, et plus ça va, plus ça s'assouplit, parce qu'il y a une réalité de terrain. Il y a 4 millions de gens mal logés. On doit accueillir et développer l'industrie en France, rebond industriel, c'est ce que demande le gouvernement. Et en même temps, on nous dit, vous pouvez faire que tant d'hectares ici, etc. La 154 est en question, l'aménagement de la RN12 va être extrêmement important. Et on nous dit, faut limiter le nombre de développements, etc. Donc il y a un manque de cohérence totale. Moi, je prône de pousser encore plus sur le PLU, et c'est pour ça qu'on a maintenu les 40 hectares sur les livradières, parce que c'est stratégique, il serait idiot de s'en priver, et on a essayé de négocier au mieux avec l'État. Je vous assure que c'est pas facile. Dans ce que vous dites, dans votre observation, il y a quelque chose qui est tout à fait juste, c'est qu'il y a une forme d'injustice pour des personnes quand les PLU changent,
notamment pour des drouets qui nous intéressent, où des gens ont acquis des terrains pendant des années, terrain par terrain, pour essayer de créer un petit lotissement, c'était un projet de famille, etc. Et du jour au lendemain, ça tombe à l'eau. Alors j'ai un cas notamment en tête que je connais bien, hein, qui n'est pas un ami, mais que je connais bien, qui est un drouet, famille connue et qui est honorablement connue, comme on dirait. Et on essaie de trouver avec lui un moyen de pouvoir reprendre ces terrains qui ne sont plus constructibles. Alors c'est pas forcément de zone agricole, hein. Un peu de zone naturelle, enfin, faut pas... Voilà. Et, puisque ces terrains peuvent nous intéresser pour une autre activité, et essayer de faire un échange avec Soult, parce que parfois il y a des injustices quand ça fait 20 ans que vous achetez parcelle par parcelle pour essayer d'avoir un projet, que c'est un projet où il y a toute la famille dedans, etc. C'est extrêmement cruel, et en plus c'est une perte d'argent. Voilà. Donc on va essayer de pouvoir voir, le cas échéant, si les gens qui ont été lésés dans l'affaire, si on peut discuter avec elles pour essayer de trouver des modus vivendi pour faire évoluer ces zones-là. Voilà, messieurs, dames, le conseil municipal est terminé. Bonne soirée à tous et à très bientôt.